Tatsuya est né dans la famille Yotsuba, l'un des clans de mages les plus puissants du Japon. La seule obsession de la famille était la création de mages puissants. Alors qu'elle était encore enceinte, sa mère, la chef du clan, a mis tous ses espoirs et ses prières dans l'espoir que son enfant serait un mage surhumain. Sa naissance a été célébrée, mais la joie s'est rapidement transformée en déception lorsqu'ils ont découvert qu'il ne pouvait pas utiliser la magie. À partir de ce moment, il est devenu un paria, harcelé et ignoré par tout le monde. Peu importe combien il pleurait ou criait, personne ne lui prêtait attention, pas même sa propre mère, celle qui avait le plus souhaité sa venue. Pour cacher la disgrâce et maintenir l'image publique de la famille, sa mère l'a assigné comme garde du corps de sa sœur. À partir de ce moment, Tatsuya n'a plus jamais pleuré. Ce n'était pas parce que l'envie de pleurer l'avait quitté, mais parce que des années de douleur et de souffrance l'avaient dépouillé de toute émotion. Lorsque les frères et sœurs arrivèrent à leur villa, ils furent accueillis par Onami, l'une des servantes de la famille. Ils entrèrent, laissant à Tatsuya la tâche de porter les bagages. Miyuki demanda bientôt à sa mère la permission d'aller se promener, et sa mère lui ordonna d'emmener Tatsuya avec elle. Réticente mais obéissante, Miyuki accepta. Elle marchait devant tandis que Tatsuya la suivait à une distance respectueuse. Alors qu'elle se déplaçait dans les rues silencieuses, les pensées de Miyuki bouillonnaient de frustration. Elle considérait qu'il était inutile pour quelqu'un de plus faible qu'elle de servir de gardien, mais son fil de pensée fut interrompu lorsque Tatsuya l'arrêta soudainement juste avant qu'elle ne heurte presque un homme. L'homme l'a délibérément bousculée. 3 soldats en congé prirent des positions menaçantes, tentant d'intimider les frères et sœurs. Tatsuya se plaça devant Miyuki, son regard ferme et son calme dégageant un avertissement silencieux qu'il était le véritable danger. Provoqué, un soldat lança un coup de poing imprégné de magie. Tatsuya l'a bloqué avec aisance, laissant Miyuki stupéfaite. Elle savait qu'il ne pouvait pas utiliser la magie, pourtant ce qu'elle voyait défiait sa compréhension. Après avoir donné un avertissement, Tatsuya a contré la prochaine attaque avec un seul coup de poing qui a envoyé l'homme au sol. Sans hésitation, il a pris Miyuki par la main et s'est éloigné, laissant le soldat étendu par terre. Miyuki était encore sous le choc de cette démonstration de compétence inattendue au combat. Lorsqu'ils sont retournés à la villa, Minami a remarqué l'état perturbé de Miyuki. En entendant ce qui s'était passé, Minami félicita Tatsuya, mais il rejeta cela comme rien de plus que son devoir, laissant Miyuki perplexe face à ces mots. Miya, souffrante, fit son propre commentaire, remarquant sa conscience de sa position. Avec Miya incapable d'assister à une réunion sociale, Miyuki fut envoyée à sa place pour saluer l'un des chefs de branche de la famille. Elle n'aimait pas l'idée, mais Onami l'entraîna à dissimuler ses sentiments pour l'image publique future. À la fête, Miyuki salua formellement Mitsugu, le chef de branche, qui l'emmena rencontrer ses cousins. Tatsuya resta près du mur dans son rôle d'escorte. Les enfants le remarquèrent rapidement et se précipitèrent vers lui. Alors qu'il leur parlait, un léger sourire apparut sur son visage, quelque chose que Miyuki n'avait jamais vu diriger vers elle. La vue éveilla une jalousie silencieuse. Même si elle ne s'était jamais souciée de lui, Mitsugu intervint bientôt, emmenant les enfants sous prétexte d'aider Tatsuya, bien qu'en réalité, c'était pour les empêcher d'interagir avec lui. Miyuki réfléchit à la politique interne de la famille et à la manière dont il tenait activement tout le monde à distance de Tatsuya. Pour la famille Yotsuba, Tatsuya n'était rien de plus qu'un garde du corps, un outil jetable destiné à protéger sa sœur, même au prix de sa propre vie. En raison de l'influence froide de la famille, Miyuki ne le considérait jamais comme un frère, et son comportement distant et sans émotion la convainquait qu'il n'éprouvait aucune affection pour elle non plus. Il était obligé de rester à ses côtés, non par choix, mais par obligation. La tension s'est apaisée lorsque Tatsuya a demandé la permission de patrouiller les lieux. Son dévouement à remplir son rôle a inspiré Miyuki à se concentrer sur son propre devoir, représentant leur mère avec grâce. Le lendemain, la famille a décidé de passer son temps libre à bord d'un yacht de luxe. Entourés de richesses, ils posèrent pour des photographies, tandis que la brise marine emportait l'instant. Onami incita les frères et sœurs à prendre une photo ensemble, mais Tatsuya, comme toujours, chercha d'abord l'approbation silencieuse de sa mère. Elle fit un signe de tête silencieux, et à la surprise de Miyuki, un rougissement réchauffa ses joues alors qu'elle souriait pour la caméra. Le calme fut brisé lorsque le yacht vira brusquement pour éviter une attaque de sous-marins. Miyuki et Onami dégainèrent rapidement leur CAD, les dispositifs qui leur permettaient de lancer de la magie, se préparant à défendre le navire. Quand Miyuki regarda Tatsuya, elle remarqua ses mains vides. Il ne portait aucun appareil, un rappel de ce qu'elle croyait être son inutilité en tant que mage. Deux formes sombres filaient dans l'eau sous eux, des torpilles, la panique s'installa. Aucun de leurs sorts ne pouvait contrer une telle menace. Puis, sans avertissement, Tatsuya leva la main vers les armes qui arrivaient. En un instant, les torpilles furent démantelées, réduites à des fragments inoffensifs. Les yeux de Miyuki s'écarquillèrent d'incrédulité. Il n'avait pas de CAD, et pourtant, il venait de réaliser une magie avancée en une fraction de seconde. Son cœur s'accéléra. Pour la première fois, elle commença à se demander qui était vraiment son frère, et comment elle pourrait se rapprocher de lui. Ce soir-là, Kazama, capitaine de la base militaire voisine, arriva à la villa pour prendre une déposition concernant l'attaque. Alors que les frères et sœurs l'accompagnaient dehors, ils rencontrèrent le soldat que Tatsuya avait mis à terre quelques jours plus tôt. Le reconnaissant, Kazama obligea le soldat à s'excuser. Tatsuya accepta seulement après que le léger hochement de tête de Miyuki ait signalé son approbation.
Intrigué, Kazama invite Tatsuya à visiter sa base. Le lendemain, leur mère, se préparant à assister à un événement réservé aux femmes, encouragea Tatsuya à y aller, voyant cela comme une opportunité précieuse. Miyuki demande à se joindre, expliquant qu'elle souhaitait mieux comprendre les compétences de son garde du corps assigné. Leur mère accepta de les laisser tous les deux visiter la base, mais leur rappela de se comporter comme des frères et sœurs en public, en instruisant Tatsuya d'appeler Miyuki par son prénom plutôt que mademoiselle. À leur arrivée, ils furent accueillis par Sanada, qui les conduisit à une zone d'entraînement où les troupes s'exerçaient à la magie de base sans dispositif sous la supervision de Kazama. L'entraînement passa rapidement à des matchs d'entraînement, et Kazama invita Tatsuya à participer. Le premier adversaire de Tatsuya était un champion national de boxe. Le match commença par une rafale rapide de coups de poing, mais Tatsuya les évita avec aisance et termina le combat avec un seul coup précis. Son prochain adversaire était un ceinture noire de karaté, et Kazama lui ordonna de donner le meilleur de lui-même, malgré le fait qu'il affrontait quelqu'un de si jeune. Alors que le soldat avançait, Sanada observa que Tatsuya s'approchait de l'homme. Le match comme s'il s'agissait d'un véritable combat, gardant ses distances en cas d'arme cachée. Le combat se termina avec Tatsuya contrant l'attaque et renversant le soldat au sol. Voir un jeune adolescent vaincre des soldats pleinement entraînés éveilla la fierté de l'unité, et Kazama demanda un dernier match. Joseph, le même soldat que Tatsuya avait vaincu le premier jour, s'est porté volontaire, désireux de se racheter. Kazama a confirmé les compétences de Joseph, et Tatsuya a accepté le combat malgré l'inquiétude de Miyuki. Cette fois, le match permettrait l'utilisation de la magie. Miyuki a protesté, mais Tatsuya a écarté sa préoccupation, notant que la magie était essentielle pour un magicien. Tatsuya utilisa son agilité pour créer de la distance avant de lancer un sort étourdissant mettant Joseph à terre. Le match se conclut lorsque Tatsuya libéra Graham Demolition, désactivant entièrement la magie de Joseph et assurant la victoire. La technique, un sort de rang S capable de détruire la magie ennemie, laissa tout le monde stupéfait. Après l'entraînement, Kazama invita les frères et sœurs à prendre le thé pour discuter de la technique, tandis que Sanada proposa de montrer à Tatsuya les dollars canadiens sur lesquels il travaillait. Les appareils ont suscité l'intérêt de Tatsuya, et dans les jours qui ont suivi, Miyuki l'a remarqué travaillant sans relâche dans sa chambre sur des CAD, bien qu'elle ne puisse pas en comprendre la raison. Le calme a été brusquement interrompu par le hurlement des sirènes de raid aérien. Une annonce a rapporté qu'un bateau de patrouille avait été attaqué au large de la côte et que l'île était sous le feu de missiles. Les citoyens ont été exhortés à évacuer. Tatsuya est apparu pour les informer que Kazama avait offert un abri à la base. À ce moment-là, le téléphone a sonné. Onami a relayé que c'était la sœur de Miya, leur conseillant de se réfugier à la base et de faire retirer le limiteur de Tatsuya. Miya a accepté et a demandé à Tatsuya de solliciter un transport auprès de Kazama. À leur arrivée à la base, Joseph les guida vers une salle de repos, où ils attendirent avec une autre famille jusqu'à ce que l'abri soit prêt. Miya et Onami sentirent toutes deux que quelque chose n'allait pas, mais le groupe de 4 attendit en silence jusqu'à ce que le bruit des tirs les atteigne. Tatsuya tenta d'utiliser la magie pour explorer la zone, mais découvrit que la pièce était protégée, bloquant sa vue de l'extérieur. Miya lui ordonna d'enquêter, mais il hésita, inquiet de ce qui pourrait arriver à Miyuki en son absence. Ces mots déclenchèrent la fureur de Miya lorsqu'elle réalisa qu'il avait appelé sa sœur par son prénom, comme s'ils étaient égaux. Sa colère éclata et elle lui rappela sèchement son statut de simple garde du corps, le forçant à s'excuser. Pour assurer son obéissance, elle utilisa la magie pour le contraindre à suivre son ordre. À l'extérieur, Tatsuya se retrouva au milieu d'une fusillade entre le personnel de la base et les forces ennemies aidées par des traîtres. À l'intérieur, un soldat nommé Kinjo entra avec 3 camarades, assurant aux civils qu'il les conduirait en sécurité. Onami l'informa qu'un membre de leur groupe était sorti pour évaluer la situation, tandis que Miya suggéra que les soldats emmènent d'abord l'autre famille. Onami pensa brièvement que c'était par souci pour son fils, mais Miya précisa qu'elle ne faisait simplement pas confiance à ses hommes. Avant que la situation ne puisse changer, Joseph apparut et appela Kinjo, qui ouvrit le feu sans avertissement. Onami éleva immédiatement une barrière pour protéger Miya et Miyuki, mais l'un des traîtres lança un sort de suppression magique, coupant leur capacité à se battre. Joseph et Kinjo échangèrent des mots vifs, et lorsque Joseph toucha un point sensible, la suppression s'affaiblit. Miyuki saisit l'opportunité, éliminant le lanceur de sorts et libérant tout le monde de ses effets. La rage de Kinjo fut instantanée et il tourna son arme sur les 3, les abattant. Quelques instants plus tard, Tatsuya traversa le mur, utilisant le CAD sur lequel il travaillait pour désintégrer les 4 soldats traîtres. Son regard se posa sur Miyuki, gisant sans vie dans une mare de sang, et la panique s'empara de lui. Tombant à genoux, il appela son nom et posa une main sur sa poitrine, mais elle ne répondit pas. Elle était morte. Refusant de l'accepter, il cria qu'il ne la laisserait pas mourir et commença à lancer un sort magique unique. Dans son esprit inconscient, Miyuki se retrouva seule dans une ville en ruine et gelée. Elle entendit la voix de Tatsuya l'appeler et la tristesse l'envahit alors qu'elle regrettait la façon dont elle l'avait traité toute sa vie.
Elle souhaitait avoir une chance de s'excuser, mais croyait qu'il était trop tard. Alors qu'elle s'effondrait, une vague de magie la submergea, réparant ses blessures et restaurant son corps à son état avant qu'elle ne soit touchée. Elle ouvrit les yeux, réalisant que c'était la magie de Tatsuya, et s'émerveilla de sa puissance. Une fois sa guérison terminée, Tatsuya l'enlaça avec soulagement. Elle lui rendit son étreinte, refusant de le laisser partir alors qu'il se levait pour protéger les autres. Son attention se porta sur la forme immobile de leur mère, criblée de balles. Pour la première fois, elle l'a appelé frère avec sincérité. Il a guéri et ressuscité à la fois Miya et Onami, et alors qu'il reprenait conscience, le médecin de la base s'est déplacé pour examiner l'état de Miya. Kazama a présenté des excuses pour les actions des traîtres, mais Tatsuya a exigé une explication. Kazama a révélé que l'autre famille avait été la cible prévue et que sa famille avait été prise en otage. Il a ensuite exposé la situation. L'ennemi contrôlait maintenant les eaux entourant l'île et des troupes terrestres avaient débarqué le long du rivage près du village. Réalisant la situation, Tatsuya demanda que sa famille soit placée dans l'endroit le plus sûr disponible. Il a également demandé une armure et de l'équipement, se préparant à affronter directement l'ennemi. Lorsque Kazama a interrogé sa raison, Tatsuya a expliqué que c'était pour venger la mort de sa sœur. Kazama a précisé qu'il n'autoriserait pas le meurtre de non-combattants ou de ceux qui se rendaient, mais les yeux de Tatsuya sont devenus froids alors qu'il promettait que l'ennemi n'aurait aucune chance de se rendre. Avec cela, Kazama a accepté de le déployer aux côtés de l'unité. Alors que Tatsuya s'apprêtait à partir, Miyuki s'accrocha à lui, le suppliant de ne pas y aller. Il lui dit qu'il devait le faire, ils avaient à blesser la seule chose qui comptait pour lui. Le choix des mots attira son attention, mais il lui dit seulement qu'elle était assez grande pour que leur mère lui explique. Confiant en son pouvoir, il lui assura que personne n'était capable de le vaincre. Depuis leur position sécurisée, la famille regardait Tatsuya combattre aux côtés de l'armée contre les envahisseurs. Onami décrivit la scène comme un cauchemar vivant ennemi. Les soldats étaient désintégrés par sa magie et chaque fois que ses alliés étaient abattus, il les ressuscitait sans hésitation. Troublée et curieuse, Miyuki se tourna vers sa mère pour une explication. Miya la réprimanda pour l'avoir appelé frère avant de révéler la vérité. Tatsuya était né magicien défectueux. Dans le clan Yotsuba, la vraie magie signifiait altérer l'information pour créer un sort spécifique. Cependant, la capacité de Tatsuya se limitait à détruire et restaurer l'information à une échelle écrasante. Plusieurs verrous ont été mis en place. Basé sur son pouvoir pour l'empêcher de se venger ou de détruire le clan, son cerveau ne pouvait pas altérer l'information magique, alors Miya a mené de nombreuses expériences pour le forcer à changer, le dépouillant de toutes ses émotions, sauf une, son lien profond avec Miyuki. Lorsque toutes les tentatives échouèrent, Miya décida d'utiliser son pouvoir défectueux et cet attachement indéfectible le liant au rôle de son garde du corps. La révélation fit pleurer Miyuki. Se retournant vers l'écran, elle se demanda comment elle pourrait jamais le remercier pour tout ce qu'il avait fait. Alors que la bataille touchait à sa fin, 6 navires se détachèrent de la flotte ennemie, tentant de fuir. Les soldats se préparèrent à intercepter, mais le commandant de la base leur ordonna de ne pas intervenir. Seuls Sanada, Kazama et Tatsuya restaient. Dans les mains de Tatsuya se trouvait un énorme CAD de type sniper de sa propre conception. En le voyant, Onami demanda la permission de se déployer et de le soutenir. Leur mère donna son consentement, semblant comprendre exactement ce que Tatsuya avait l'intention de faire. Onami le rejoignit, déployant ses boucliers pour absorber le bombardement entrant, se consacrant entièrement à la défense pour que Tatsuya puisse se concentrer sur son attaque. Ses efforts lui donnèrent le temps nécessaire pour lancer son sort. Canalisant une puissance immense, Tatsuya activa l'explosion matérielle, anéantissant la flotte ennemie en un seul coup et générant un tsunami massif alors que les survivants se repliaient. Lorsqu'ils atteignirent la sécurité, Tatsuya se tourna pour voir Onami s'effondrer. Elle avait épuisé jusqu'à la dernière goutte de son pouvoir magique pour le protéger. Dans ses derniers souffles, elle exprima sa satisfaction d'avoir choisi le moment de sa mort, un moment où elle avait accompli son véritable devoir et était morte en tant que personne, non pas comme un outil fabriqué. Elle exhorta Tatsuya à apprendre de son choix, puis ferma les yeux pour la dernière fois. 3 ans passèrent après le tristement célèbre incident d'Okinawa, un événement qui valut à Tatsuya le redoutable titre de dieu de la destruction. Dans la foulée, il a choisi de poursuivre ses études à Magic First High School, une institution affiliée à l'Université nationale de magie. Malgré ses vastes connaissances théoriques, ses résultats aux tests pratiques l'ont placé dans le 2e cours, un classement pour les étudiants ayant des compétences pratiques plus faibles. C'est le jour de la rentrée à First High School. Miyuki exprime sa déception que Onisama soit un étudiant de réserve, malgré le fait qu'il ait obtenu le meilleur score à l'examen d'entrée. Onisama explique que les compétences pratiques comptaient plus que les résultats des tests, donc il a juste eu de la chance d'être admis. Miyuki rétorque que personne ne peut le battre en académique ou en arts martiaux, mais il l'interrompt. Il dit qu'elle se fâche toujours pour lui et il se soucie de ce qu'elle fait pour lui. Miyuki rougit et Onisama lui rappelle qu'elle était intelligente, donc il a hâte de la voir briller en tant qu'étudiante du premier cours.
Miyuki comprend son point de vue et s'excuse d'être égoïste. Onisama regarde le bâtiment de l'école tandis que des filles passent en parlant de son enthousiasme, même en tant que réserviste. Peu après, une étudiante lui demande s'il a besoin d'aide. Onisama la reconnaît comme une élève de cours, de classe supérieure. Alors, il s'incline et reste silencieux. Elle se présente comme Saigusa Miyumi, la présidente du conseil des élèves. Onisama se présente comme Shiba Tatsuya. Son nom lui dit quelque chose et elle essaie de lui poser plus de questions, mais une autre fille l'interrompt pour dire à Saigusa que les répétitions commencent. Dans la salle de matriculation, Tatsuya remarque l'agencement des sièges des Blooms et des Weeds. Quelques étudiants Weed demandent à s'asseoir à côté de lui et se présentent. La cérémonie de matriculation commence et la sœur de Tatsuya, Shiba Miyuki, est appelée à prononcer un discours en tant que représentante de la nouvelle promotion. À l'extérieur de la salle, Mizuki et Erika lui demandent s'il veut visiter leur salle de classe, mais il refuse, disant qu'il attend sa sœur. Mizuki demande si Miyuki est sa sœur, et il le confirme. Tatsuya félicite Miyuki pour avoir reconnu la relation, et elle explique qu'elle a perçu leurs auras et remarqué qu'ils ont des regards autoritaires similaires. Tatsuya complimente sa vue perçante, mais mentionne qu'elle a une hypersensibilité aux émissions de particules spirituelles, ce qui rend dangereux pour elle de regarder ses secrets. Miyuki l'appelle, interrompant le fil de ses pensées. Elle arrive avec le président du conseil des élèves et sa collègue. Miyuki le taquine à propos de sortir ensemble quand elle aperçoit Mizuki et Erika, mais il décline, les présentant comme ses camarades de classe. Tatsuya remarque que le conseil des élèves traîne encore, ce qui le pousse à demander à Miyuki s'ils en ont fini avec elle. La présidente prend cela comme son signal pour partir, disant à Miyuki qu'elles discuteront de plus de détails la prochaine fois. Elle informe Tatsuya qu'ils auront une longue discussion plus tard, puis sort tandis que son collègue fronce les sourcils de frustration. Plus tard dans la nuit, Tatsuya remarque l'expression de Miyuki quand elle va chercher du café, et il lui demande ce qui ne va pas. Elle explique qu'elle a reçu un appel de leur grand-père et de Sayuri, la félicitant pour son entrée au lycée. Elle se demande s'ils ont aussi contacté Tatsuya, mais il dit que non. Miyuki gèle la table de colère, se plaignant qu'ils n'ont même pas pu lui envoyer un email, mais Tatsuya la calme. Il explique qu'il a déçu leur père en choisissant d'aller au lycée au lieu de reprendre l'entreprise familiale. Tatsuya dit que cela ne le met pas en colère, il voit simplement cela comme son père comptant sur lui. Tatsuya et Miyuki visitent un temple où Tatsuya s'entraîne avec des shinobi. Yakumwa, le maître de Tatsuya, s'approche furtivement de Miyuki et elle le gronde. Il la taquine en plaisantant sur son entrée au lycée, ce qui la perturbe jusqu'à ce que Tatsuya intervienne pour le perturber. Ils finissent par se battre en duel, et même si Tatsuya fait de son mieux pour bloquer les attaques, il perd. Miyuki utilise la magie pour nettoyer son uniforme et les vêtements de Tatsuya. À l'école, Tatsuya tape rapidement sur l'ordinateur, ce qui rend Mizuki et Erika curieuses de ce qu'il fait. Il leur dit qu'il vérifie le programme et s'inscrit au cours. Un autre étudiant loue sa rapidité et se présente comme Léo. Il demande à Tatsuya quel est son sort magique signature, et Tatsuya explique qu'il veut devenir ingénieur en magie puisqu'il a des difficultés avec les compétences pratiques. Léo demande alors qui est Erika, et ils se chamaillent sur l'impolitesse de l'autre. Pendant le déjeuner, ils s'assoient tous les quatre ensemble et parlent de leurs intérêts. Miyuki arrive et demande à se joindre à eux, mais certains élèves du cours, un arrive et suggère qu'elle mange avec eux au lieu de traîner avec des mauvaises herbes. Léo se lève pour les confronter, mais Tatsuya déclare qu'il a fini de manger et veut partir. À la fin de la journée scolaire, les camarades de classe de Miyuki essaient de l'empêcher de partir avec Tatsuya parce qu'ils veulent parler. Il lui dit d'arrêter de s'associer avec des mauvaises herbes. Mizuki se demande ce qui rend les autres étudiants si supérieurs, même s'ils viennent juste de s'inscrire. Le chef de la bande décide de le prouver. Il sort un pistolet pour les menacer, mais Tatsuya l'arrête discrètement. Un autre étudiant du cours intente de les attaquer, mais une étudiante crie pour qu'ils s'arrêtent. Elle fige le temps et saute pour attaquer jusqu'à ce que le président arrive pour intervenir. Marie, la chef du comité disciplinaire, leur dit de la suivre pour donner leur déclaration, mais Tatsuya s'avance pour défendre tout le monde et éviter des sanctions. Il détourne habilement les mots de Marie pour protéger l'étudiante, ce qui lui vaut le commentaire qu'il est habile à tromper. Marie et Tatsuya se fixent jusqu'à ce que Miyuki les interrompe. Saigusa dit à Marie de passer l'éponge sur la situation, puisque Tatsuya a dit que c'était une expérience d'apprentissage pour lui. Elle leur conseille d'éviter l'auto-apprentissage, impliquant l'activation de la magie en raison de certaines restrictions. Marie décide de laisser tomber et demande le nom de Tatsuya en sortant, disant qu'elle s'en souviendra. Le chef de la bande du cours, se présente comme Morisaki Shon, et dit à Tatsuya d'oublier l'idée qu'il lui doit quelque chose. Miyuki suggère qu'ils rentrent chez eux, mais l'étudiante que Tatsuya a couverte les approche et s'excuse. Elle se présente comme Mitsui et propose de marcher avec eux jusqu'à la station. En chemin, il parle du CAD de Miyuki, et elle explique que Tatsuya la rassure en le faisant fonctionner correctement. Mizuki et Léo le félicitent pour ses compétences et sa compréhension du système d'exploitation. Erika lui demande de vérifier le sien, et il dit qu'il se sent incertain à l'idée de toucher à un CAD unique comme le sien. Erika le qualifie d'incroyable pour l'avoir remarqué. Léo l'identifie comme un sort de type gravure, et Erika lui explique le concept. Il continue, affirmant qu'elle doit le nourrir, pion constamment, et demande comment elle n'a pas épuisé son énergie.
Erika dit qu'elle sait que c'est son domaine d'expertise, mais elle n'en utilise pas beaucoup parce qu'elle n'utilise les pions qu'au moment de l'extension et de l'impact. Elle compare cela au principe de la fente du casque. Les autres la regardent avec stupeur, et Miyuki explique que la fente du casque est une technique classée sous les compétences secrètes ou les arts occultes, ce qui signifie que ce n'est pas seulement une question d'avoir beaucoup de pions. Le lendemain à l'école, Sagusa interpelle Tatsuya et les invite à discuter pendant le déjeuner, ce qu'ils acceptent. Miyuki et Tatsuya arrivent à la salle du conseil des étudiants. Le président présente les membres du conseil des élèves, Mari, la présidente du comité de discipline, Ichihara, le trésorier, et Azusa, la secrétaire. Après le déjeuner, Saigusa va droit au but, expliquant que le président du conseil des élèves est élu tandis que les autres candidats sont choisis et révoqués par le président. Elle mentionne qu'il nomme toujours un représentant de première année au conseil des élèves et demande à Miyuki si elle accepterait le poste. Miyuki regarde Tatsuya pour avoir son avis et il lui fait signe d'accepter. Miyuki se lève et accepte le poste, mais demande si son frère peut également rejoindre le conseil des élèves puisqu'il est talentueux. Ichihara lui dit qu'il y a une règle selon laquelle les membres du conseil des élèves doivent être choisis parmi les élèves du cours 1, ce qui signifie que l'ensemble des élèves devraient voter pour un changement s'ils veulent l'accepter. Miyuki s'excuse tristement d'avoir été trop direct. Saigusa confirme l'acceptation de Miyuki et dit qu'Azusa expliquera ses devoirs en détail. Mari interrompt pour parler à Saigusa d'un poste vacant dans le comité de discipline, suggérant qu'un étudiant de la deuxième filière prenant le poste ne violerait pas les règles. Saigusa est d'accord et nomme immédiatement Tatsuya pour le poste. Tatsuya essaie de refuser, disant qu'il ne sait pas en quoi consistent les devoirs et qu'il pense qu'il devrait avoir son mot à dire. Ichihara fait remarquer que Miyuki non plus, mais elle a accepté. Saigusa écarte cela et explique à Tatsuya que le comité disciplinaire est chargé de maintenir l'ordre à l'école. Tatsuya essaie encore d'éviter le rôle, disant qu'il est un étudiant de deuxième cours et pas assez compétent pour empêcher les autres d'utiliser la magie pendant les conflits. Mais Mari insiste qu'elle s'en occupera avec sa force. Elle suggère de continuer la discussion après l'école. Pendant l'entraînement, Tatsuya parle à ses camarades de l'invitation et Erika avertit que c'est dangereux. Tatsuya teste sa vitesse et réalise qu'il est trop lent. Miyuki et Tatsuya entrent dans le bureau du conseil des élèves. Le vice-président, Hattori, passe à côté de Tatsuya, se présente à Miyuki et lui souhaite la bienvenue au conseil. Saigusa dit qu'il est temps de commencer et Mari demande à Tatsuya de la suivre au siège du comité disciplinaire pour qu'il puisse observer et apprendre. Hanzo interrompt, en désaccord avec la nomination de Tatsuya au comité parce qu'aucun weed n'a jamais été nommé. Mari le réprimande pour avoir qualifié un élève de weed devant elle. Hattori ajoute que faire partie du comité disciplinaire nécessite des compétences pratiques, mais que quelqu'un comme lui ne peut pas gérer cela puisqu'il est inférieur. Mari explique que Tatsuya a les yeux et l'esprit pour lire directement les séquences d'activation, ce qui lui permet de prédire avec précision les sorts à activer. Hattori ne croit pas qu'il ait cette compétence. Mari déclare qu'elle l'a nommé parce qu'elle veut que son comité évite la discrimination entre les deux filières. Hattori exprime son désaccord au président, mais Miyuki l'interrompt. Elle déclare que Tatsuya ne peut pas être vaincue au combat, mais Hattori lui dit qu'elle ne devrait pas laisser son jugement être obscurci par le népotisme en tant que magicienne en herbe. Miyuki insiste sur le fait que son jugement est clair, mais Tatsuya l'arrête. Il défie Hattori à un combat simulé pour prouver que sa sœur a raison. Tout le monde est surpris et Hattori accepte le défi, disant qu'il montrera à Tatsuya sa place. En chemin, Miyuki s'excuse auprès de Tatsuya de l'avoir mis dans l'embarras, mais Tatsuya la rassure. Il lui rappelle qu'elle se met en colère pour lui. Il lui suggère de dire quelque chose de plus approprié pour le moment, et elle lui souhaite bonne chance. Tatsuya arrive dans la salle d'entraînement et configure son CAD en forme de pistolet. Il explique à Mari qu'il n'a pas la capacité de traitement pour maîtriser un CAD général. Hattori rit de lui et élabore un plan pour le vaincre. Mari fixe les règles et la bataille commence. Mais à la surprise générale, Tatsuya bat Hattori immédiatement. Mari commence en demandant à Tatsuya s'il a utilisé un sort d'auto-accélération, mais Tatsuya dit non, expliquant que c'était juste une technique physique authentique. Miyuki intervient, disant fièrement que son frère pratique le ninjutsu du célèbre Yakumo Kokonoe, ce qui surprend tout le monde. Saigusa se demande si le sort qu'il a utilisé lors de l'attaque était du ninjutsu, car on aurait dit qu'il libérait des ondes Seon. Tatsuya le confirme et explique comment Hattori s'est retrouvé assommé. Ichihara analyse ses techniques et se demande comment son score technique à l'examen d'entrée peut être si bas malgré sa grande vitesse de traitement. Azusa vérifie son CAD et réalise que c'est une corne d'argent fabriquée par un mystérieux magicien de génie et elle s'en enthousiasme. Ichihara fait les calculs et se demande ce que Tatsuya a exactement accompli. Il précise que dans cette école, les évaluations multivariables ne se concentrent pas sur la vitesse de traitement, l'échelle de calcul ou l'intensité d'interférence. Hattori reprend conscience et explique que dans l'examen pratique, les scores de compétences magiques dépendent de la vitesse d'invocation des sorts, de la complexité de la séquence magique et de la force dans la réécriture des données cibles. Il souligne que les tests ne reflètent souvent pas les véritables capacités d'une personne. Hattori s'approche de Miyuki et s'excuse pour son commentaire sur le népotisme
sadisme et elle s'excuse en retour d'avoir dépassé les bornes. Mari rappelle à Tatsuya leur plan de visiter le siège du comité disciplinaire. Une fois sur place, Mari s'excuse pour la salle de réunion en désordre. Tatsuya propose de la ranger, disant qu'en tant qu'ingénieur en magie en devenir, il ne peut pas supporter cet endroit. Mari se demande pourquoi il veut être ingénieur, étant donné ses compétences en combat, mais Tatsuya explique qu'à son niveau, il ne peut espérer plus qu'une licence de niveau C, peu importe ce qu'il fait. Mari lui rappelle pourquoi elle l'a recruté, mais Tatsuya pense que les étudiants de la classe supérieure du cours 2 pourraient ne pas apprécier d'être supervisés par un étudiant de niveau 1. Mari insiste sur le fait qu'il s'occuperait des étudiants de première année. Mieux, ils ne devraient pas avoir de préjugés puisqu'ils viennent de commencer. Tatsuya admet qu'il n'en est pas si sûr parce que quelqu'un lui a dit « Je ne vais jamais te reconnaître ». Quand Mari demande s'il parle de Murasaki, il hoche la tête. Elle l'informe qu'il rejoindra le comité sur recommandation de la faculté, ce qui déstabilise Tatsuya, incitant Mari à le taquiner. Deux étudiants entrent pour dire à Mari qu'ils ont terminé la patrouille du jour et qu'il n'y a eu aucune arrestation. Ils remarquent Tatsuya et elle le présente comme un étudiant de la classe 1E. L'un d'eux la corrige en disant que le terme approprié est élève de deuxième cours. Mari les avertit en plaisantant de faire attention s'ils ne veulent pas se faire battre. Elle partage la nouvelle de la défaite de Hattori et ils sont surpris car aucun élève ne l'a jamais battu auparavant. Ils accueillent Tatsuya dans leur équipe avec plaisir. Mari exprime sa frustration face à l'étiquetage ridicule de l'école entre les Blooms et les Weeds. Mais heureusement, les deux étudiants comprennent son point de vue et ont utilisé leur créneau de recommandation pour choisir des personnes qui ne sont pas affectées par les préjugés Bloom-Weed afin que le comité ne soit pas gênant pour lui. Ils tendent tous deux la main et se présentent. Plus tard dans la nuit, Miyuki rend visite à Tatsuya dans sa chambre et lui demande de calibrer son com, un CAD pour correspondre à la fonctionnalité qu'il a utilisée au combat car elle sent qu'elle manque dans ce domaine. Tatsuya explique qu'elle a le pouvoir de submerger complètement ses adversaires avec ses capacités magiques, donc les méthodes de combat conventionnelles peuvent ne pas fonctionner pour elle. Elle insiste quand même, et Tatsuya décide de faire quelques ajustements pour qu'elle n'ait pas à utiliser sa magie. Elle enlève tous ses vêtements et il scanne son corps. Après avoir terminé le processus, Miyuki enlace Tatsuya par derrière et le taquine, disant qu'elle se sent gênée, mais qu'il semble si calme parce qu'il ne la voit pas comme une fille. Tatsuya répond que s'il le faisait, cela causerait des problèmes. Elle demande s'il est plus intéressé par Sagusa ou Mari, puisqu'il aime leur parler. Miyuki le punit avec sa magie pour avoir eu des pensées inappropriées entouré de femmes de la haute société. Tatsuya tombe en transe et se réveille le lendemain. Miyuki s'excuse d'avoir poussé sa blague trop loin. Mari parle au comité de leur rôle et responsabilité. Elle présente Tatsuya et Morisaki comme les nouveaux remplaçants des étudiants diplômés, assurant le comité de leurs compétences. Après la réunion, Mari leur donne leurs outils et un CAD chacun qu'ils peuvent utiliser sur le terrain de l'école. Tatsuya demande s'il peut utiliser l'équipement du comité comme CAD. Elle accepte mais mentionne qu'il est obsolète. Tatsuya les prend quand même parce que ce sont des articles de haute qualité destinés aux experts. Mari le qualifie d'incroyable avant de partir. Morisaki dit à Tatsuya de ne pas se prendre pour quelqu'un d'important car il n'y a aucune chance qu'il puisse activer la magie en utilisant 2 KD à la fois en tant qu'élève de deuxième cours. À la foire de l'école, Tatsuya voit Erika être pressée de rejoindre certains clubs et il se précipite pour l'aider. Quand il s'arrête de courir, il voit accidentellement son décolleté, et elle réagit. Il s'excuse, et elle lui demande de rester avec elle pour le reste de la journée s'il est vraiment désolé. Ils regardent une démonstration de combat à l'épée, mais Tatsuya remarque qu'elle n'est pas excitée. Erika trouve cela ennuyeux. Soudain, des étudiants commencent à se disputer et se défissent pour un combat. Erika les identifie comme Mibu et Kirihara. Le combat commence et Mibu bat Kirihara, affirmant que dans un vrai combat à l'épée, elle l'aurait gravement blessé. Kirihara dégaine alors soudainement son épée et tente d'attaquer, mais Tatsuya se précipite instantanément pour l'arrêter. Il informe le quartier général de la situation, tandis que les amis de Kirihara essaient furieusement de l'attaquer, mais il dévie leur coup. Mibu veut l'aider, mais son instructeur la retient, regardant Tatsuya avec admiration. Tatsuya se tient devant le comité et partage son expérience. Il déclare qu'il a signalé Kirihara au comité de santé parce qu'il l'a blessé en essayant de le maîtriser, mais il n'a pas insisté davantage puisque Kirihara a admis ses erreurs. Le comité accepte son jugement, tandis que Mari mentionne qu'elle ne transmettra pas l'affaire au comité disciplinaire. Elle demande l'avis de Jumonji et il loue la décision de Tatsuya, ajoutant qu'il le conseillera pour avoir utilisé un sort mortel. Mari vérifie avec Tatsuya pour confirmer si Kirihara était le seul à utiliser la magie, et il confirme que c'était le cas. Il le remercie et il quitte la pièce. Tatsuya s'excuse auprès de ses collègues et de Miyuki pour être en retard au dîner. Léo commence à l'interroger sur le sort mortel de rang B que Kirihara a utilisé, disant que Tatsuya a de la chance de ne pas avoir été blessé. Tatsuya explique que le sort a une portée effective limitée, ce qui le rend similaire à la manipulation d'une épée tranchante. Mizuki, inquiète, fait remarquer que cela semble facile de gérer une vraie épée, mais Miyuki la rassure en disant que Tatsuya est fort et imbattable. Miyuki mentionne que l'annulation des séquences magiques est la spécialité de Tatsuya et demande s'il a utilisé le brouillage de sort. Il admet qu'il ne peut pas rivaliser avec elle, elle dit en plaisantant qu'elle peut le voir à travers. Leurs collègues plaisantent
commente en disant qu'ils ressemblent à un couple à cause de leurs interactions. Léo demande à propos du cast jamming et Erika explique qu'il a besoin d'un Antonite pour l'activer. Mizuki se demande comment il l'a obtenu car c'est cher. Tatsuya précise que ce n'est pas seulement une question de coût, les civils ne sont pas autorisés à en posséder car c'est une ressource militaire. Il révèle qu'il a appliqué les théories du cast jamming à un brouillage magique spécifique. Erika demande s'il a créé un nouveau type de magie, mais il explique qu'il a découvert la technique en utilisant ces deux zones CAD, l'une brouillant l'autre, tout en lançant une séquence magique. Léo se demande pourquoi cela doit rester confidentiel, puisqu'il l'a breveté. Tatsuya explique que la technique n'est pas encore perfectionnée, et le vrai problème est que la magie peut être bloquée sans Antonite. Erika explique que si une technique facilement accessible pour annuler les sorts magiques se répandait, cela bouleverserait la société. Tatsuya ajoute qu'il ne peut pas la rendre publique tant qu'une méthode pour contrer l'Antonite n'est pas trouvée. Miyuki souligne qu'il réfléchit trop, car tout le monde ne peut pas lire la séquence d'activation de son adversaire pendant le lancement comme lui. En patrouillant dans l'enceinte de l'école, Tatsuya reçoit un message concernant une bagarre dans le gymnase et se précipite pour la gérer, mais est pris en embuscade par un étudiant déguisé. En classe, Léo demande si Tatsuya a encore une réunion de comité, mais Tatsuya refuse, disant qu'il est en congé. Léo mentionne qu'il a été le point central des efforts de recrutement, les étudiants l'appelant le mystérieux élève de première année qui a vaincu les habitués du club de magie sans utiliser de magie. Miyuki arrive, et ils partent ensemble. Mibu s'approche et propose qu'ils sortent ensemble pour qu'elle puisse le remercier correctement, mais Tatsuya dit qu'il la rejoindra dans 15 minutes. Miyuki retourne à la salle du conseil des élèves, et Tatsuya lui dit au revoir. Miyuki exprime ses inquiétudes sur le fait que des gens l'entourent, pour des raisons égoïstes, une fois qu'ils découvriront sa force. Mais il la rassure en disant qu'il ne sera pas assez imprudent pour tomber dans des pièges. Tatsuya arrive au café, et Mibu le remercie encore pour son aide, mais Tatsuya minimise, disant qu'il a juste fait son travail. Mibu souligne que la situation a été résolue pacifiquement, car il a désamorcé la bagarre sans que personne ne soit blessé. Tatsuya demande pourquoi elle veut le voir, et elle explique qu'elle veut qu'il rejoigne l'équipe de Kendo. Tatsuya refuse, mais demande ses raisons pour le recruter. Mibu explique qu'il y a de la discrimination à l'école contre les non-utilisateurs de magie, alors ils ont formé une équipe pour eux, visant à présenter leurs arguments à la direction de l'école. Tatsuya se moque de sa compréhension et questionne ce qu'elle prévoit de faire après l'argumentation. Dans la salle du conseil des élèves, Mari demande à Tatsuya s'il a verbalement abusé de Mibu au café, car elle a entendu des rapports selon lesquels Mibu rougissait en sa présence. Miyuki, rempli de colère, questionne ce que Tatsuya a fait. Il la calme et clarifie qu'il n'a pas insulté Mibu. Au lieu de cela, il a appris que le comité disciplinaire a suscité le ressentiment des étudiants. Mari souligne que Mibu se trompe en pensant qu'il gagne des points car le comité est une position honorifique qui n'est pas soumise à évaluation. Saigusa ajoute que le comité a un pouvoir significatif dans l'école, ce qui fait que certaines personnes les perçoivent comme abusant de leur autorité, mais quelqu'un a manipulé cette perception parmi les étudiants. Tatsuya demande qui c'est, mais Mari dit qu'ils auraient arrêté la personne s'ils savaient. Tatsuya explique qu'il demande en fait qui est derrière la manipulation. Il utilise l'organisation politique internationale anti-magie, Blanche, comme exemple. Tatsuya et Saigusa discutent de l'organisation hostile envers la magie et elle dit qu'ils ne devraient pas la blâmer parce que l'école est une institution nationale où le gouvernement restreint et cache des choses. Mari demande ce que Tatsuya prévoit de faire à propos de Mibu et il dit qu'il attend sa réponse. Tatsuya se rend au bureau du conseiller pour une expérience de conseil visant à tester les capacités psychologiques des étudiants. En partant, le conseiller demande si Mibu l'a vraiment invité à sortir, mais il lui dit que c'est une rumeur sans fondement. Mibu dit à son capitaine qu'elle ne veut pas que les gens rejettent son côté non magique puisqu'elle est une étudiante de deuxième cours. Il répond que tous les étudiants de deuxième cours ressentent la même chose, mais qu'ils ont besoin des pouvoirs de Tatsuya quoi qu'il arrive. Plus tard dans la nuit, Tatsuya montre à Miyuki un extrait de Blanche, le groupe politique qu'il a mentionné plus tôt. Ils discutent de leurs activités secrètes et de la façon dont ils se comportent comme des terroristes en coulisses dans leur école. Ils ont une longue discussion à ce sujet et il conclut en disant que Miyuki a trouvé l'amitié avec Mizuki et Erika, mais qu'il ne laissera personne détruire la vie qu'ils ont construite. Tatsuya termine enfin son entraînement aux compétences pratiques plus rapidement que d'habitude après sa troisième tentative. Mizuki enregistre un temps de compilation de 940 millisecondes pour lui et mentionne qu'il est surprenant qu'il ait tant de mal avec les compétences pratiques. Il lui rappelle ses plaintes constantes sur son incompétence et elle dit qu'elle pensait qu'il était simplement modeste. Tatsuya lui dit qu'il ne serait pas camarade de classe s'il était moyen en compétences pratiques. Mizuki admet qu'il semblerait trop parfait et difficile à approcher s'il avait de bonnes compétences pratiques. Mizuki demande s'il se sent amer d'être étiqueté comme un étudiant sans compétences malgré ses talents spéciaux et il ne semble pas dérangé. Il écarte ses questions, pensant qu'elles ne sont pas loin de la vérité sur son manque de compétences. Mizuki analyse ses compétences et il loue sa perspicacité. Il admet que pour les sorts de base à système unique, il peut les invoquer plus rapidement en perfectionnant directement ses compétences, mais cette méthode ne fonctionne que pour les sorts qui ne nécessitent pas de nombreux processus. Et comme il atteint un maximum de 5 processus,
c'est le mieux qu'il puisse faire. Mizuki pense que 5 processus seront plus que suffisants pour le combat, mais il précise qu'il n'étudie pas la magie pour le combat, c'est pourquoi il peut accepter d'être jugé équitablement pour ses compétences de traitement moindres. Mizuki exprime à quel point elle est impressionnée par son choix. Elle dit qu'elle suivra son exemple et fixera son objectif d'utiliser la magie de manière nouvelle, pas seulement pour devenir magicienne. Elle s'emballe en parlant de réaliser ses objectifs jusqu'à ce qu'Erika la ramène à la réalité. Elle s'excuse pour son emportement, tandis que Tatsuya réfléchit au fait qu'il a été forcé de devenir un magicien, même s'il ne peut pas utiliser la magie, et cela ressemble à une malédiction. Tatsuya rencontre Mibu, qui répond à sa question. Elle partage qu'elle veut que l'école améliore la façon dont ils sont traités, surtout en ce qui concerne les cours. Tatsuya demande si elle veut des changements dans les installations, mais elle dit que ce n'est pas à ce point. Il se demande si cela concerne les activités de club, mais il sait que les équipes de Kenjutsu et de Kendo ont des allocations d'espace égales. Mibu demande s'il n'est pas mécontent à cause de ses réponses, et il admet qu'il l'est, mais il n'est pas intéressé par des changements car ses attentes pour l'établissement éducatif ne sont pas élevées. Tatsuya dit que tant qu'il peut lire des documents inédits disponibles uniquement dans les écoles affiliées à l'université de magie et obtenir son diplôme d'une école de magie, il est satisfait. Il ajoute que la discrimination vient des étudiants, pas de l'école, donc il ne partage pas les mêmes vues qu'elle. Il se lève et s'éloigne, la laissant se sentir impuissante. Pendant le cours, les étudiants écoutent une interception depuis la salle de diffusion par l'équipe de Kendo. Ils cherchent une occasion de négocier avec le conseil des étudiants et la fédération des activités extrascolaires au sujet de la discrimination persistante dans l'école. Miyuki et Tatsuya arrivent à la salle de diffusion pour trouver les autres membres du conseil qui attendent près de la porte. Mari rapporte qu'ils ont coupé leur connexion, donc ils ne peuvent pas diffuser, mais ils se sont enfermés avec la clé principale. Tatsuya souligne que c'est un crime et Ichihara ajoute que c'est pourquoi il devrait le gérer discrètement. Tatsuya demande l'avis du président Jumonji et il exprime le désir de négocier, bien que leur acte illégal ne puisse pas rester impuni. Tatsuya appelle Mibu pour lui faire savoir que le conseil des élèves veut négocier et lui garantit sa liberté. Après l'appel, il leur dit qu'il a obtenu son contact parce qu'elle a demandé à se rencontrer, et il ne s'est pas rendu compte que cela serait utile. Il leur ordonne de se préparer à mettre les autres en détention. Mari lui rappelle sa promesse de garantir leur liberté, mais Tatsuya précise qu'il n'a assuré que Mibu. Le conseil arrête les amis de Mibu et elle manque de frapper Tatsuya, l'accusant de l'avoir trahi. À ce moment-là, le président intervient et explique qu'ils écouteront leur demande, mais que les autres ont quand même commis une infraction punissable. Saegusa arrive et leur dit de libérer tout le monde parce qu'ils ne peuvent pas négocier seulement avec Mibu, puisque les autres sont aussi des étudiants. Elle les informe que l'école a confié le problème au conseil des étudiants. Elle demande à Mibu de la rejoindre pour discuter de la négociation de leur coalition. Le lendemain à l'école, Miyuki et Tatsuya s'approchent du président pour demander le résultat des négociations. Saegusa explique qu'ils veulent l'égalité entre les étudiants du cours 1 et 2, mais qu'ils n'ont pas de plan stratégique. Ils veulent que le conseil des étudiants prenne des mesures, donc elle a décidé d'organiser un forum ouvert le lendemain. Tatsuya s'inquiète que ce soit trop tôt et se demande qui représentera le conseil. Saegusa se propose, disant qu'elle est douée pour les arguments logiques, mais si les étudiants gagnent le débat, elle devra prendre en compte leurs demandes. La nouvelle du forum ouvert se répand rapidement parmi les classes du cours 2. Tatsuya aperçoit un étudiant qui met la pression sur Mizuki pour qu'elle prenne une décision et intervient. Il reconnaît le gars comme celui qui l'a attaqué plus tôt. Tatsuya lui dit de reculer car Mizuki n'est pas intéressé par ce qu'il propose. Alors qu'il s'éloigne, Mizuki explique que l'étudiant est Tsukasa Kinoe, le capitaine de l'équipe de Kendo. Elle mentionne qu'il veut qu'elle rejoigne une équipe pour les personnes ayant ses compétences, mais elle a refusé et il insiste. Plus tard dans la soirée, Miyuki et Tatsuya rendent visite à leur maître qui partage l'histoire de Tsukasa Kinoke. Il mentionne que Tsukasa vient d'une famille ordinaire et que ses yeux hypersensibles sont hérités de son grand-père. Miyuki demande comment il est lié à Blanche. Et monsieur. Yakumo explique que le demi-frère aîné de Tsukasa est le chef de la branche japonaise de Blanche, et qu'il a placé Kinoe à First High School pour une raison. Lors du forum ouvert, les étudiants expriment leur frustration, et Saegusa s'adresse à tout le monde. Elle capte leur attention avec son discours, et promet de travailler à l'égalité, surtout au sein du conseil des étudiants. Ils l'applaudissent tous, mais soudain une explosion secoue la salle. Des membres de Blanche infiltrent l'école, et le conseil des élèves intervient pour protéger les étudiants, tandis que Miyuki et Tatsuya vont vérifier la salle de pratique qui a explosé. Léo retient Blanche jusqu'à ce que Miyuki arrive et les vainque avec de la magie. Tatsuya leur dit qu'ils sont des terroristes, ce qui signifie qu'ils peuvent riposter sans retenue puisqu'ils ne sont pas des étudiants. Ils demandent s'il y en a d'autres et Madame. Ono, leur conseillère, arrive pour les informer que la cible de Blanche est la bibliothèque, ce qui signifie que les attaquer n'est qu'une diversion. Elle mentionne que la force principale est là et Mibu est avec eux aussi. Tatsuya lui demande d'expliquer tout plus tard et elle lui demande une faveur. Elle veut qu'il donne une chance à Mibu parce qu'elle a des difficultés mentales, mais le travail était trop pour elle en tant que conseillère, donc Mibu est tombée dans leur piège. Tatsuya pense qu'elle est trop indulgente avec Mibu, et il dit avec colère à Miyuki de venir avec lui. Léo le traite d'un peu insensible, mais Tatsuya insiste sur le fait qu'il ne sera pas le seul à être blessé à cause d'une sympathie mal placée. Tatsuya part et ils le suivent.
En chemin, Léo repousse les terroristes avec son sort activé par la voix. Il bloque leurs attaques avec son CAD et Erika se demande comment il ne s'est pas cassé. Tatsuya explique qu'il a un sort de renforcement sur le CAD, donc il ne peut pas se casser, peu importe la force avec laquelle il le frappe. Lorsqu'ils arrivent à la bibliothèque, Tatsuya utilise ses compétences de détection de séquences d'activation pour localiser les terroristes. Erika le félicite d'avoir des compétences qui les empêcheront d'être pris en embuscade. Elle saute pour attaquer les terroristes à l'entrée, tandis que Miyuki et Tatsuya s'envolent vers la salle spéciale où les terroristes essaient de voler les matériaux secrets de l'université de magie. Mibu, qui est avec eux, se demande pourquoi ils ont besoin de recherche magique de pointe alors que leur objectif est de lutter contre la discrimination. Les terroristes obtiennent l'accès mais la porte s'ouvre instantanément. Miyuki et Tatsuya entrent dans la pièce et Tatsuya disperse leurs matériaux, annonçant que leur complot est maintenant terminé. L'un d'eux essaie de tirer sur Tatsuya, mais Miyuki le défend en gelant le pistolet. Elle affirme qu'aucune intention malveillante envers Tatsuya ne pourrait lui échapper. Tatsuya dit à Mibu la dure vérité. Son rêve de créer l'égalité ne peut pas se réaliser car le monde est tel qu'il est et elle est manipulée. Elle demande avec colère si lutter contre la discrimination est mal. Elle affirme qu'il a dû être comparé à sa sœur à cause de son talent, donc il a dû faire face à une humiliation injuste. Miyuki l'interrompt, ignorant ses paroles, en disant qu'elle aime et respecte Tatsuya, donc elle ne ressent aucun mépris pour lui. Miyuki exprime de la pitié pour Mibu, car elle s'est rendue inférieure et personne ne la méprise autant qu'elle se méprise elle-même. Les terroristes ordonnent à Mibu d'utiliser l'anneau, ce qu'elle fait, et ils lancent un sort de brouillage sur le groupe. Tatsuya bat les terroristes, mais Mibu s'échappe. Miyuki essaie de la suivre, mais Tatsuya l'arrête, confiant qu'Erika s'en occupera. Mibu arrive en bas et rencontre Erika. Erika la défie en plaisantant à un combat et attaque à pleine vitesse, surprenant Mibu. Elle mentionne avoir les mêmes compétences que Mari, mais Erika précise que ses compétences sont légèrement différentes. Erika brise avec succès l'épée de Mibu et lui dit de continuer, car elle veut la voir se surpasser pour détruire le spectre de la femme qui la retient. Mibu enlève sa bague, disant qu'elle n'en a pas besoin pour la battre. Elles se précipitent l'une vers l'autre, mais Erika la vainc instantanément. Elle se présente comme la fille de la famille Chiba et ajoute que Mari est son disciple, donc elle est meilleure que Mibu en Kinjutsu. Mibu perd connaissance et Erika la soutient. Le comité disciplinaire confronte Tsukasa sur son chemin et l'accuse d'être derrière l'attaque. Le conseil des étudiants se rassemble autour de Mibu, qui est alité malade. Elle partage comment le capitaine Tsukasa leur a parlé de la discrimination dans l'équipe de Kendo. Mibu leur raconte quand elle a commencé à se sentir inférieure et ce qui l'a poussée à écouter le capitaine. Peu de temps après son admission à l'école, elle a vu Mari utiliser ses compétences en épée magique pour gérer une situation causée par l'équipe de Kinjutsu, ce qui l'a vraiment impressionné. Mibu a demandé à Mari si elle pouvait l'entraîner, mais Mari l'a refusé froidement. Surprise, Mari a demandé ce qu'elle voulait dire par là. Mibu se souvient que Mari lui a dit qu'elle n'était pas à la hauteur et qu'elle devrait choisir un adversaire plus approprié. Mibu pensait que Mari avait dit cela parce qu'elle était une étudiante de deuxième cours. Mari l'interrompt et insiste sur le fait qu'elle n'a pas rejeté Mibu. Elle répète ce qu'elle a dit: avec mes compétences, je ne pourrai jamais être à la hauteur pour toi. Il vaudrait mieux que tu t'entraînes avec quelqu'un de plus digne. Mari explique qu'elle avait des compétences pures en escrime et que Mibu ne pourrait jamais la battre sans magie, c'est pourquoi elle a refusé l'offre. Mari pleure, se traitant d'idiote pour avoir gardé rancune contre Mari pendant toute une année à cause d'un malentendu, tout en minimisant sa propre force. Tatsuya la réconforte, disant qu'elle n'a pas perdu son temps car elle est devenue plus forte. Plus tard, Tatsuya demande où se trouve le quartier général de Blanche, car il prévoit de les éliminer tous. Les dirigeants du conseil essaient de le convaincre de ne pas y aller car c'est dangereux, mais il les ignore, déclarant qu'il éliminera quiconque perturbe sa vie quotidienne et celle de Miyuki. Miyuki, Erika et Léo se portent volontaires pour l'accompagner. Miyuki demande comment ils vont s'y rendre, et Tatsuya se dirige vers la porte pour révéler Madame Ono, qui a écouté en cachette. Elle leur fournit l'emplacement, et Jumonji se porte volontaire pour les accompagner, proposant de conduire. Il dit à Saegusa de rester en arrière et de garder le contrôle. Pendant que Jumonji attend près de sa voiture, Kihira se précipite après avoir entendu l'histoire de Mibu. Il supplie Jumonji de le laisser rejoindre, car il veut venger Mibu et exprimer sa colère envers ceux responsables de sa situation. Tatsuya assigne les rôles de chacun pour l'infiltration. Il dit à Léo et Erika de sécuriser leur voie de sortie et de s'occuper de quiconque essaie de s'enfuir pendant qu'il entre avec Miyuki. Il fracasse le portail d'entrée en utilisant le sort d'activation vocale de Léo, combiné à la pleine vitesse de la voiture. Miyuki et Tatsuya entrent dans le bâtiment et il sent un groupe d'hommes armés à proximité. Il presse Miyuki de le suivre et il trouve le chef de l'organisation Japan Blanche. Il se présente comme Tsukasa Hajime et Tatsuya pointe immédiatement son pistolet CAD sur lui. Il leur ordonne de se rendre et de déposer leurs armes, mais Hajime rit simplement de Tatsuya.
Il offre à Tatsuya une place dans leur organisation, car il est intéressé par sa capacité à effectuer des interférences de sorts sans Antonite. Tatsuya voit clair dans son plan et fait le lien. Il révèle qu'il a utilisé Mibu pour entrer en contact avec lui et son frère pour l'attaquer, car il est après ses compétences. Hajime le félicite d'être intelligent, mais dit que venir l'attaquer en sachant tout cela montre qu'il est encore un enfant. Hajime lance ses lunettes en l'air et déclenche une attaque d'hypnose sur Tatsuya, lui ordonnant de les rejoindre. Tatsuya le surprend en répondant et en expliquant le type de magie qu'il a utilisé sans être hypnotisé. Il se demande si c'est l'hypnose qu'Hajime a utilisée pour remplacer les souvenirs de Mibu, et Miyuki les qualifie avec colère de vulgaires voyous en réalisant qu'ils ont manipulé ses souvenirs. Tatsuya continue, disant qu'il a échappé à l'hypnose, car il n'est pas tombé dans le piège de distraction d'Hajime avec les lunettes et a contrôlé son CAD avec son autre main. Hajime est déconcerté par la façon dont il a esquivé l'attaque avec un brouillage de contre-attaque. Il ordonne à ses hommes de tirer sur Tatsuya, mais leurs armes se cassent sous son sort. Hajime prend la fuite, et Miyuki exhorte Tatsuya à le poursuivre pendant qu'elle s'occupe des autres hommes. Un des gars essaie d'attaquer Tatsuya, mais Miyuki le gèle avec de la magie. Tatsuya lui dit de ne pas trop forcer, car il ne valent pas la peine qu'elle se salisse les mains. Elle gèle furieusement les autres hommes pour avoir pensé à attaquer Tatsuya. Le président, Jumonji et Kirihara neutralisent quelques soldats en se dirigeant vers le bâtiment. Tatsuya s'approche de la cachette de Hajime, où ses hommes l'entourent. Tatsuya entre et détruit leurs armes. Ils essaient d'utiliser une interférence de sort sur lui, mais il perçoit leurs compétences et la source. Hajime ordonne à ses hommes de tuer Tatsuya, mais il riposte en utilisant un sort d'interférence. Hajime, choqué, demande comment Tatsuya peut utiliser la magie sous interférence de sort, et tente de s'échapper. Mais la porte s'ouvre brusquement, et Kirihara entre. Tatsuya dit à Kirihara que Hajime est le chef de la branche japonaise de Blanche et lui coupe le bras avec colère pour avoir trompé Mibu. La sécurité privée arrive pour évacuer le bâtiment, tandis qu'Erika se plaint qu'ils n'ont pas eu l'occasion de se battre. Miyuki court vers Tatsuya et lui demande s'il va bien, ce qu'il confirme. Elle essaie d'expliquer comment elle a gelé les hommes par colère, mais il la rassure que tout va bien. Tatsuya rend visite à Mibu à l'infirmerie, l'informant qu'elle sera hospitalisée un moment, ainsi que Tsukasa, puisqu'ils ont tous deux été victimes d'hypnose pour éviter que leurs souvenirs ne soient à nouveau influencés. Il lui assure qu'ils ne feront pas face à des accusations car l'école a décidé de garder l'affaire secrète. Il a lui faire savoir quand elle sera sortie pour qu'il puisse célébrer avec elle. À l'extérieur de la chambre, il aperçoit un homme, Monsieur Ayama, qui retourne auprès de la famille Yotsuba pour faire un rapport sur la situation. Ayama demande à la chef de famille si la situation doit rester telle qu'elle, et la dame répond que tant que Tatsuya remplit ses devoirs en tant que gardien de Miyuki, ils les laisseront tranquilles. Miyuki, Erika et Tatsuya rendent visite à Mibu le jour de sa sortie et Tatsuya est surpris de la voir si heureuse avec Kirihara. Erika mentionne que Kirihara lui rend visite tous les jours, ce qui les a rapprochés. Ils s'approchent de Mibu et échangent des politesses. Le père de Mibu appelle Tatsuya à part et le remercie d'avoir sauvé sa fille. Tatsuya répond humblement qu'il n'a pas fait grand chose. Il l'a simplement repoussé sans réfléchir, tandis que Chiba et sa sœur l'ont aidé à retrouver sa dignité. Le père de Mibu explique qu'il savait que sa fille ne pouvait pas utiliser la magie, mais il ne réalisait pas qu'elle avait des difficultés à cause de cela. Il partage que Mibu lui a dit que les mots de Tatsuya sur le fait de ne pas gâcher ses années l'ont sauvé, donc il insiste pour le remercier. Tatsuya décline à nouveau la gratitude, et le père de Mibu mentionne que Azama a dit que Tatsuya est très humble. Tatsuya est surpris qu'ils se connaissent. Le père de Mibu dit qu'ils étaient camarades et lui assure qu'il ne dira à personne ce qu'il a entendu à son sujet. Tatsuya retourne auprès de ses collègues et Mibu demande ce qu'il a discuté avec son père. Tatsuya explique que son père est un ami de quelqu'un qui l'a aidé quand il était plus jeune. Erika plaisante sur leur lien fort et se demande pourquoi Mibu a cessé de poursuivre Tatsuya pour Kirihara. Mibu explique qu'elle est vraiment tombée amoureuse de Tatsuya, mais qu'il était trop fort pour qu'elle puisse le suivre, tandis que Kirihara était prêt à marcher à son rythme. Tatsuya se joint aux taquineries sur Kirihara et part avec Miyuki. Elle lui demande s'il retourne à l'école et il confirme que oui. Elle se demande si c'est difficile pour lui d'aller à l'école juste pour elle compte tenu de ses grandes capacités. Mais Tatsuya répond que c'est sa seule chance de vivre une vie normale et qu'il l'apprécie avec elle. Pendant la séance d'entraînement de Miyuki et Tatsuya avec Monsieur Yakumo au temple Kyushuji, Tatsuya sent une présence et Monsieur Yakumo demande à la personne, Haruka, de sortir. Il découvre que c'est Madame Ono. Tatsuya demande ce qu'elle cherche, mais elle remarque Miyuki s'entraîner pour le Mirage Bat et demande si elle participe à la compétition des 9 écoles. Monsieur Yakumo répond qu'elle participe effectivement au Mirage Bat et au tournoi des piliers de glace. Tatsuya lui rappelle sa question restée sans réponse. Yakumo explique qu'elle est son élève et une détective privée pour la sécurité publique. Tatsuya loue son sort de dissimulation impressionnant. Elle leur demande de garder son identité secrète
et Tatsuya l'exhorte à les avertir des situations comme l'attaque de Blanche. La classe de Tatsuki gagne le match de football, mais Tatsuya et Léo félicitent le meilleur joueur de la classe suivante pour sa maîtrise du ballon. Il s'approche de lui pour se présenter. Il dit qu'il avait l'intention de rencontrer Tatsuya et Léo car il respecte quiconque peut gérer Erika. Léo demande s'il connaît Erika, mais elle s'approche par derrière et dit qu'ils sont amis d'enfance, bien qu'il l'ait évité ces 6 derniers mois. Mikihiko demande à propos de la tenue d'entraînement d'Erika et elle essaie d'expliquer, mais il critique la tenue jusqu'à ce qu'elle donne un coup de pied à Léo avec colère. Le conseil des étudiants se réunit pour discuter de la compétition à venir entre les 9 écoles nationales affiliées à la magie du pays. Un membre mentionne qu'ils ont tous leurs candidats prêts, mais que leurs ingénieurs ne sont pas encore complets. Ils n'ont qu'Azusa et Izuri de la 2e année, car les étudiants de 3e année se concentrent sur les compétences pratiques. Marie souligne qu'Izuri est juste un théoricien et n'est pas très bon en réglage fin. Saigusa demande à Ichihara si elle peut s'occuper de la tâche, mais elle refuse, disant qu'elle gênerait les autres avec ses compétences. Saigusa soupire de frustration tandis que Tatsuya propose de partir, mais Azusa l'arrête et le nomme pour le poste puisqu'il aide Miyuki à ajuster et calibrer son CAD. Marie et Saigusa se demandent comment ils ont pu l'oublier, mais Tatsuya essaie de refuser le rôle, expliquant que les étudiants de première année n'ont jamais fait partie de l'équipe technique. Marie lui dit que les précédents sont faits pour être brisés. Tatsuya explique qu'il a une mauvaise réputation parmi les étudiants et que le réglage fin du KD d'un utilisateur nécessite une confiance entre l'utilisateur et l'ingénieur, donc nommer quelqu'un qui subirait des critiques de la part des athlètes est une mauvaise idée. Miyuki l'interrompt et dit qu'elle aimerait qu'il ajuste son CAD pour la compétition et ils sont tous d'accord pour qu'il rejoigne l'équipe, le laissant sans voix. Saigusa les informe qu'il y aura des préparations après les cours. Après les cours, Tatsuya sort ses cornes d'argent et Azusa les admire avec émerveillement. Elle loue Lord Tora Silver, l'ingénieur derrière les cornes d'argent, et décrit sa vision de lui à Tatsuya, qui est impressionné par ses observations. Ichihara travaille sur son ordinateur et reçoit des notifications d'avertissement, tandis que Saigusa propose d'aider Azusa avec son devoir. Elle mentionne qu'il s'agit d'un rapport sur les 3 grands mystères de la magie basé sur le poids. Elle analyse le rapport avec ses propres mots et propose une expérience qu'elle pense fonctionnerait. Saigusa rétorque que si c'était si simple, quelqu'un l'aurait déjà essayé. Ichihara mentionne qu'une expérience a été menée en anglais 1 an avant la dernière, basée sur l'idée d'Azusa, mais elle a échoué. Azusa demande pourquoi, mais ils n'ont pas de détails. Ils demandent ensuite l'avis de Tatsuya et il leur explique en détail. Les dirigeants du conseil annoncent la nomination de Tatsuya en tant qu'ingénieur aux membres. Le président Jumonji remarque que certaines personnes ne sont pas d'accord, alors il encourage Tatsuya à montrer ses compétences. Kihihara se porte volontaire pour être utilisé dans l'expérience. Il demande à Tatsuya de copier les paramètres du CAD de Kihihara sur un nouveau CAD pour une utilisation compétitive et de le rendre utilisable immédiatement sans toucher à la séquence d'activation. Tatsuya se met au travail et certaines personnes commandent ses compétences en réglage manuel. Il le termine avec succès et Kihihara teste le CAD pour confirmer qu'il fonctionne parfaitement. Certains membres essaient encore de convaincre le conseil de ne pas l'ajouter à l'équipe, mais Hattori le défend, expliquant que la réputation de l'école est en jeu, donc ils ne peuvent pas s'attarder sur des détails insignifiants comme le fait qu'il soit en première année. Les autres dirigeants du conseil sont d'accord avec Hattori et ils décident de l'ajouter à l'équipe. Plus tard dans la nuit, Tatsuya reçoit un appel vidéo de son supérieur, le Major. Le Major lui dit que la machine Third Eye est prête, donc ils ont besoin de lui pour mettre à niveau le système et effectuer quelques tests de fonctionnalité. Tatsuya dit qu'il passera le lendemain puisque c'est aussi son jour de congé pour travailler au FLT. Avant que l'appel ne se termine, le Major demande des nouvelles de la compétition des 9 écoles et le prévient d'être prudent car ils ont reçu des informations selon lesquelles des membres d'un syndicat du crime international ont été vus là-bas à plusieurs reprises. Il mentionne que monsieur Mibu, le père de Mibu, a fourni l'information après avoir été transféré à l'agence de gestion de l'information du cabinet après l'armée et il supervise maintenant l'unité des crimes internationaux. Le Major dit qu'il le contactera lorsqu'il aura plus de mises à jour. Dans sa chambre, Miyuki passe avec une tasse de café portant son costume de Mirage Bat. Il complimente sa tenue et lui montre le sort de vol qu'il a terminé. Elle loue son talent et il l'encourage à tester le CAD avant qu'il ne l'apporte à FLT. Miyuki teste le sort de vol et confirme que tout fonctionne parfaitement. Tatsuya la regarde avec tendresse alors qu'elle vole avec. Tatsuya visite le centre de développement de FLT avec Miyuki où le personnel l'accueille chaleureusement, le qualifiant de jeune maître. Il demande le chef Ushiyama qui s'avance. Tatsuya le salue modestement, mais le chef insiste sur le fait qu'ils sont tous ses subordonnés, donc il devrait cesser d'être si humble ou risquer de donner un mauvais exemple. Il dit à Tatsuya que c'est un honneur pour tout le monde de travailler sous ses ordres en tant que monsieur. Argent. Cependant, Tatsuya souligne qu'il n'y aurait pas de Taurus Silver sans lui, Monsieur Taurus, le chef de l'installation. Le système de boucle pour les cornes d'argent n'aurait pas été possible sans ses compétences techniques. Le chef Ushiyama écarte les éloges et dit qu'il est temps de passer aux affaires. Tatsuya présente le prototype de l'appareil volant et le chef est émerveillé.
Tatsuya explique le concept et le chef demande à un des membres du personnel combien de modèles ils ont disponibles. Le membre du personnel répond qu'ils en ont 10, mais le chef lui ordonne d'apporter tout ce qu'ils ont, affirmant qu'ils traitent avec un sort de vol qui pourrait changer l'histoire de la magie moderne. Le personnel teste l'appareil volant, confirmant qu'il peut accélérer à la fois verticalement et horizontalement. L'équipe technique vérifie ses fonctionnalités et son système de contrôle, détectant que tout fonctionne parfaitement, alors il célèbre le développement réussi. Après le test, les testeurs reviennent fatigués et Tatsuya se rend compte que le traitement continu de la séquence d'activation serait trop stressant pour eux. Le chef Uchiyama explique que, comparé à lui et Miyuki, un magicien moyen dispose seulement d'une petite quantité de Pysian. Tatsuya suggère qu'ils doivent améliorer l'efficacité du schéma d'absorption automatique du CAD, et le chef Uchiyama propose de s'en occuper de son côté s'il obtient le matériel nécessaire pour le traitement. En partant, Miyuki aperçoit son père et le majordome de la famille Yoshiba, monsieur. Aoki, il salue Miyuki seule, mais elle lui rappelle qu'elle n'est pas seule, insistant pour qu'il reconnaisse Tatsuya. Aoki dit que Tatsuya n'est qu'un simple garde du corps, affirmant qu'il n'a aucune raison de le respecter en tant que majordome de la famille Yoshiba. Miyuki lui rappelle que Tatsuya est son frère. Aoki soutient que tout le monde veut qu'elle soit l'héritière du titre de la famille, la plaçant à un niveau différent de lui. Tatsuya interrompt et l'accuse de faire des affirmations sérieuses. Il demande si sa tante a nommé un successeur, à quoi monsieur? Aoki refuse. Tatsuya interprète cela comme Monsieur Poil Artuek. De Tanzars, Aoki, essayant de semer le doute dans l'esprit d'un candidat à la succession, suggérant qu'il est perturbateur. Les deux continuent d'échanger des mots jusqu'à ce que Monsieur Aoki traite Tatsuya de faux magicien sans cœur. Tatsuya rétorque que l'étiquette de faux magicien sans cœur a été créée par sa mère, la sœur aînée de l'actuel chef de la famille Yotsuba, et l'ancienne chef, donc le traité de faux, est une insulte pour elle. Shiba lui dit d'arrêter de parler mal de sa mère, même si sa haine pour elle est justifiée. Tatsuya part, déclarant qu'il ne déteste pas sa mère parce qu'il n'a pas de cœur pour la haine. En classe, les camarades de Tatsuya le félicitent pour avoir été élu ingénieur. Lors de la cérémonie de lancement, Saigusa annonce officiellement les athlètes et les ingénieurs. Quand le nom de Tatsuya est appelé, Miyuki lui remet l'étiquette de compétition, tandis que ses camarades l'acclament. Tatsuya présente ses compétences en ingénierie aux athlètes féminines, mais certaines ne montrent aucun intérêt pour son aide et commencent à se disputer entre elles. Il soupire et suggère de commencer la réunion. Pendant la séance d'entraînement, Mizuki jette un coup d'œil aux athlètes, mais son attention se détourne lorsqu'elle voit une explosion magique provenant d'un des bâtiments de l'école. Elle marche dans le couloir et jette un coup d'œil dans la salle d'expérimentation pharmaceutique pour trouver Mikihiko en train de pratiquer la magie. Mikihiko remarque sa présence et les esprits de l'eau se tournent vers Mizuki, mais Tatsuya intervient et les arrête. Il calme Mikihiko, disant que Mizuki a perturbé la concentration des sorciers. Mikihiko s'excuse pour son inexpérience et remercie Tatsuya de l'avoir sauvé. Tatsuya évalue la magie de Mikihiko et la qualifie de magie ancienne. Mikihiko admet qu'il pratiquait sa magie d'invocation avec un esprit de l'eau. Tatsuya demande à Mizuki ce qu'elle a vu et elle décrit des orbes de lumière dans différentes nuances de bleu. Mikihiko regarde ses yeux avec émerveillement, mais Tatsuya les interrompt, incitant Mikihiko à s'excuser. Il pense que Mizuki a des yeux de cristal et veut les voir de près. Mikihiko explique le concept des yeux de cristal à Tatsuya, concluant que Mizuki les a. Tatsuya remarque qu'elle est le genre de personne qui ferait vendre son âme à quelqu'un comme lui pour s'en approcher. Mikihiko est d'accord, disant qu'il y a un an, il aurait été captivé et se serait battu pour la garder à ses côtés, mais il ne ressent plus cela. Il ajoute que cela ne signifie pas qu'il va partager sa découverte avec d'autres magiciens, et Tatsuya lui assure qu'il la gardera pour lui. Les étudiants sont prêts à se rendre à la compétition. Saigusa arrive en retard au bus et Marie la gronde, tandis que Tatsuya comprend qu'elle gère une urgence familiale. Dans le bus, Saigusa se plaint de la réaction de Tatsuya et de ce qu'il pense d'elle. Elle voulait qu'il s'assoie à côté d'elle, mais Ichihara l'interrompt, disant que c'était mieux pour lui puisqu'elle l'a mentionné pour éviter de devenir victime de ses yeux envoûtants. Hattori apparaît et semble être sous le charme de Saigusa. Il lui offre une couverture et Ichihara le défend. Mitsui propose du thé à Miyuki, mais elle refuse, disant qu'elle ne le mérite pas puisqu'elle ne souffre pas de la chaleur comme son frère. Elle semble triste et se demande pourquoi son frère doit endurer tant de choses. Shizuku la réconforte, expliquant que son frère est un bon gars qui s'est sacrifié pour un rôle que personne d'autre ne voulait. Miyuki se sent instantanément mieux grâce aux mots de Shizuku. Soudain, un accident se produit et une voiture sur le point d'exploser fonce vers leur bus. Ils paniquent tous et essaient de l'arrêter avec divers sorts. Marie leur dit d'annuler leur sort et demande au président Jumoji s'il peut arrêter la voiture. Il explique que bloquer la voiture n'est pas le seul problème. La tempête de Séon est trop forte, donc il ne peut pas éteindre le feu en même temps.
Miyuki propose d'éteindre le feu pendant qu'il arrête la voiture. Ils se mettent tous les deux au travail et la voiture s'arrête immédiatement. Mari se demande quel genre de sort c'est, Miyuki l'identifie comme une dispersion de grammes, ce qui n'est pas surprenant puisque c'est Tatsuya. Saegusa remercie Jumoji et Miyuki pour leur aide, mais Miyuki mentionne qu'elle n'aurait pas pu utiliser la séquence magique sans le sort de déclaration qu'Ichihara a lancé pour arrêter le bus. Mari réprimande les autres étudiants pour avoir lancé des sorts les uns après les autres pendant le chaos, disant que des sorts désordonnés s'annuleront et seront inutiles. Saegusa encourage tout le monde à rester calme en cas de crise. En réfléchissant, Mari se demande qui a annulé les séquences magiques. Ils atteignent les logements de la compétition des 9 écoles, et Kirihara remarque l'expression de Hattori. Il demande ce qui ne va pas, et Hattori explique que sa confiance a été ébranlée plus tôt quand il n'a rien fait, tandis que Miyuki, plus jeune que lui, a géré la situation. Il sent qu'il perdrait face à elle dans un test de puissance, mais se rassure en se disant que la supériorité parmi les magiciens ne se résume pas à la force magique. Kirihara lui assure qu'il y a quelque chose de spécial chez les deux frères et sœurs, et affirme que Tatsuya a déjà tué. Hattori demande si cela signifie que Tatsuya a combattu en situation réelle, et Kirihara acquiesce. Il se souvient de l'incident de Blanche, affirmant que Tatsuya était impressionnant parce que sa soif de sang était intense, confirmant que Miyuki n'est pas une fille ordinaire. Tatsuya dit à Miyuki que l'incident n'était pas un accident mais une attaque délibérée puisqu'il a trouvé des traces de magie. Il explique que c'était une magie à petite échelle, lancée instantanément à des niveaux de sortie minimum. La magie consistait en 3 sorts destinés à ne laisser aucun résidu de sillon détectable lancé par le conducteur, indiquant qu'il s'agissait d'une attaque suicide. Miyuki traite le conducteur de lâche avec colère, et Tatsuya lui dit que les criminels et les terroristes sont des lâches parce que ceux qui donnent les ordres risquent rarement leur vie. Ils entrent dans le pavillon et sont surpris de voir Erika. Tatsuya la salue et part tandis que Miyuki se demande pourquoi elle est là 2 jours avant la compétition, devenant encore plus surprise en voyant Mizuki dans une robe révélatrice. Miyuki dit à Mizuki de l'enlever et demande comment elles ont eu accès à l'hôtel militaire. Erika dit qu'elle a utilisé ses relations en tant que membre de la famille Chiba. Miyuki demande à nouveau pourquoi elles sont arrivées tôt, et Erika dit qu'elle prévoit d'assister au banquet. Miyuki leur dit que c'est pour les initiés, mais Erika insiste sur le fait qu'elles sont aussi des initiés parce qu'elles s'en occupent. Au banquet, Erika sert à boire à Tatsuya des boissons en tant que serveuse, et il réalise que c'est son idée d'être une initiée. Miyuki arrive et complimente sa tenue. Ils en parlent jusqu'à ce qu'Erika parte précipitamment pour appeler Mikihiko. Mitsui et Shizuku les approchent. Tatsuya commande qu'ils sont toujours ensemble, et Shizuku répond que c'est parce qu'ils sont amis. Miyuki demande où sont les autres, et Shizuku lui montre où ils sont, disant qu'ils veulent venir, mais ne peuvent pas avec Tatsuya à proximité. Tatsuya l'encourage à aller avec eux et à se connecter avec ses camarades de classe, en soulignant que le travail d'équipe est important. Erika arrive avec Mikihiko et demande où est Miyuki. Tatsuya lui dit que Miyuki est avec ses camarades de classe et qu'il les présentera plus tard. Mikihiko dit que ça va parce qu'il se sent mal à l'aise de rencontrer quelqu'un en uniforme. Erika et Mikihiko se chamaillent avant que Mikihiko parte chercher les assiettes qu'Erika a indiquées. Tatsuya dit à Erika d'y aller doucement avec lui, mais elle explique que Mikihiko et elle sont là parce que leurs parents les ont obligés. Elle dit que ce n'est pas de la gentillesse, elle a juste pitié de lui puisqu'ils sont dans la même situation. Tatsuya dit qu'il ne posera pas de questions puisqu'il n'y a rien qu'il puisse faire. Erika remercie Tatsuya d'être froid car cela lui permet de s'exprimer sans se sentir pathétique puisqu'il ne montre aucune sympathie. Elle le remercie à nouveau et s'en va. Miyuki regarde Tatsuya et lui dit qu'il est insensible à la bienveillance des gens parce qu'il ne remarque pas qu'elle le fixe. Quelques étudiants d'une autre école la remarquent et leur chef demande qui elle est, ce à quoi un autre étudiant répond. Le banquet commence et l'hôte annonce que le président de l'association de magie, Monsieur Retsukudu, va dire quelques mots. Monsieur Retsu apparaît et joue un tour aux étudiants avec un tour de magie que Tatsuya détecte immédiatement. Monsieur Retsu finit par s'excuser pour sa plaisanterie. Il mentionne que seulement 5 étudiants ont détecté le tour, ce qui signifie que seuls ces 5 l'auraient attaqué s'il avait été un vrai terroriste. Il fait un court discours encourageant les étudiants à améliorer leurs compétences magiques, exprimant son enthousiasme à voir leur créativité. Dans leur chambre, Mitsui dit à ses colocataires qu'elle se sent nerveuse, mais Miyuki la calme en disant qu'il est trop tôt pour cela. Elle demande à Shizuku des informations sur les événements du lendemain. Shizuku les vérifie et elle décide auquel assister. On frappe à la porte et quand Mitsui l'ouvre, elle trouve Ami et quelques autres athlètes féminines. Emi les incite à les rejoindre aux sources chaudes. Pendant ce temps, Mikihiko pratique sa magie d'invocation, mais il sent des voleurs à proximité. Il envisage de le signaler à la sécurité, puisqu'il n'est plus aussi fort qu'avant, mais décide ensuite d'agir comme Tatsuya, qui a dominé les étudiants du cours 1. Il poursuit les voleurs qui essaient de lui tirer dessus, mais quelqu'un le sauve. Il s'avère que c'est Tatsuya. L'épisode récapitule comment Tatsuya est arrivé juste à temps pour sauver Mikihiko de l'attaque des voleurs. Tatsuya vérifie leur pouls
et confirme qu'ils sont encore en vie. Il félicite Mikihiko pour avoir neutralisé ses cibles d'un seul coup depuis un angle mort sans les blesser gravement. Mikihiko dit qu'il aurait été touché si Tatsuya n'était pas intervenu, mais Tatsuya le traite d'idiot pour ne pas reconnaître son propre succès en capturant les intrus avec sa magie. Tatsuya demande ce que Mikihiko voit pour lui-même, affirmant qu'il peut battre n'importe qui, peu importe son habileté, sans l'aide de personne. Tatsuya se demande pourquoi Mikihiko se dévaloriserait au point de ne pas croire en lui-même, et Mikihiko insiste sur le fait que Tatsuya ne comprend pas. Tatsuya l'encourage et explique que le problème réside dans les sorts de Mikihiko, pas dans son talent. Mikihiko, frustré, demande comment Tatsuya peut dire que le sort légendaire de sa famille est défectueux alors qu'il ne l'a vu s'entraîner que quelques fois. Tatsuya clarifie qu'il peut lire les séquences d'activation et analyser les séquences magiques. Mikihiko a du mal à le croire et Tatsuya admet qu'il ne peut pas le forcer. Tatsuya lui dit d'appeler la sécurité pendant qu'il surveille les intrus. Alors que Mikihiko s'en va, le Major arrive et remarque les sentiments de Tatsuya pour Mikihiko. Le Major souligne qu'il est inhabituel pour quelqu'un d'indifférent aux autres et se demande si Mikihiko résonne avec Tatsuya parce qu'ils partagent des luttes similaires. Tatsuya lui dit qu'il a surmonté ses luttes, ce à quoi le Major note que ces mots montrent qu'il se souvient de ce que cela fait. La compétition commence et le commentateur annonce que les matchs officiels dureront 5 jours, tandis que la compétition des débutants se déroulera sur 10 jours. Tatsuya demande à Mitsui si elle est prête pour la compétition, et elle affirme, mentionnant qu'elle a travaillé sur sa condition physique. Miyuki intervient en disant qu'elle a maintenant des muscles, laissant Mitsui embarrassée, affirmant qu'elle ne veut pas devenir une femme musclée. Tatsuya rit de son commentaire, la rendant timide, mais Shizuku dit que Tatsuya rit à cause de la façon dont elle l'a formulé. Mitsui exprime qu'elle se sent exclue puisque Tatsuya sera avec elle pendant leur compétition. Tatsuya la rassure en disant qu'il s'est entraîné avec elle et qu'il l'aidera à se préparer pour le match de planche mirage. Mais Mitsui reste peu impressionné. La compétition de planche aquatique commence avec Mari représentant les premières écoles secondaires. Elle se tient avec confiance sur sa planche alors que la course commence. Tatsuya analyse son utilisation de la magie et discerne qu'elle combine environ 3 sorts, rendant difficile la compétition pour ses adversaires. Tatsuya la qualifie de stratège, tandis qu'Erika remarque qu'elle n'est pas une personne gentille. Le commentateur déclare que le vainqueur est évident en raison de la distance entre les athlètes. Tatsuya se rend au bureau du Major Kazama où il aperçoit d'autres responsables. Il l'incite à s'asseoir, mais il insiste pour rester debout. Un des officiels explique qu'il n'a pas été invité en tant qu'officier spécial et magicien de classe stratégique, mais en tant qu'ami inquiet qu'ils se perdent s'il continuait à rester debout. Tatsuya accepte de s'asseoir avec eux. Le Major Azama l'informe que les intrus de la nuit précédente appartiennent aux No Head Dragons, le syndicat du crime international qu'il a mentionné. Tatsuya demande s'il vise la compétition des 9 écoles, mais le Major n'est pas sûr. La dame servant le thé demande comment Tatsuya était présent lors de l'attaque. Il explique qu'il a senti leur présence en se promenant après avoir ajusté le CAD pour les matchs. Le Major Azama se demande si les coéquipiers de Tatsuya connaissent son identité argentée, mais Tatsuya dit qu'il a gardé cette conversation secrète car c'est confidentiel. Ils discutent de la possibilité qu'il rejoigne la compétition, mais le Major dit que c'est une mauvaise idée parce que lancer de la magie militaire top secrète dans un tournoi public n'est pas judicieux. Tatsuya le rassure en disant qu'il est rare qu'un ingénieur comme lui participe à un tournoi. Tatsuya retourne à l'arène de la compétition où le prochain match a lieu dans le lieu des qualifications de tir de vitesse. Il commente sur la foule dans l'arène et Miyuki mentionne que c'est parce que Saegusa participe. Il demande des nouvelles de Mikihiko et Erika lui dit qu'il se repose au chalet parce qu'il se sent malade. La compétition commence et Saegusa tire parfaitement, battant son adversaire avec un score parfait tandis que les supporters de son école l'acclament. Plus tard dans la soirée, les dames célèbrent leur victoire dans les matchs. Saegusa mentionne que Hattori a réussi à gagner son match malgré des problèmes avec son CAD. Elle se rend compte que le CAD a besoin d'un bon calibrage, et il se demande qui peut l'aider puisque ses ingénieurs seront occupés le lendemain. Elle suggère de demander à Tatsuya puisqu'il est libre le lendemain et le jour suivant, et incite Miyuki à lui transmettre le message. Miyuki parle à Tatsuya de la demande. Il accepte d'aider, mais exprime ses inquiétudes à propos de son retour seul à l'hôtel la nuit. Il propose de la raccompagner, laissant le CAD qu'il programme de côté parce qu'elle est plus importante pour lui. Elle dit qu'elle ressent la même chose. Dans le match suivant, Saegusa voit Tatsuya peaufiner son CAD. Elle lui dit qu'elle compte sur lui et lui demande de l'aider avec ses exercices d'étirement. Elle dit qu'elle se sent comme son petit frère parce qu'il ne semble pas troublé en sa présence. Tatsuya dit qu'il veut observer d'autres athlètes, mais Izumi, la deuxième ingénieure, arrive et lui dit qu'elle s'en occupera pour qu'il puisse regarder le match de Saegusa. Comme prévu, Saegusa gagne encore. Certains athlètes, dont Tatsuya, se rassemblent pour regarder la performance de Kanon, confirmant que les femmes sont en tête. En retournant à leur tente, Ichihara l'informe que les résultats du ballon de foule masculin n'étaient pas ceux attendus, alors il calcule des projections pour savoir comment remporter le titre général. Tatsuya est d'accord, disant qu'ils doivent gagner 4 des 6 matchs restants pour remporter le titre général. Plus tard dans la nuit, Miyuki rend visite à Tatsuya dans sa chambre avec leurs amis. Erika remarque le CAD intégré et armé sur sa table. Miyuki demande si c'était le jouet avec lequel il jouait lorsqu'elle est
est venu auparavant et il le confirme. Il le montre à Léo et lui suggère de l'essayer. Léo et Tatsuya testent la nouvelle arme sur le terrain d'entraînement de combat derrière le pavillon. Léo tient la lame, tranchant l'air avec une section flottant en l'air. Tatsuya confirme le test et Léo le félicite pour avoir fait un excellent travail puisque la magie de renforcement fonctionne même lorsqu'elle est physiquement déconnectée. Tatsuya explique le concept et dit à Léo qu'il fera un test en direct. Il sort quelques balles pour Léo. Léo effectue le test et manie l'épée avec aisance. La compétition de demi-finale de planche de combat commence avec Marie représentant le premier lycée comme d'habitude. Tout en glissant, elle remarque que son adversaire accélère de manière incontrôlable. Marie essaie de la ralentir, mais sa planche s'enfonce et elles s'écrasent toutes les deux au sol. Marie se réveille à l'hôpital avec Saegusa à ses côtés. Saegusa la rassure en lui disant qu'elle va bien mentalement, mais l'informe qu'elle ne pourra pas participer à la compétition de Mirage Bat parce qu'elle s'est cassé les côtes et qu'elle a besoin d'une semaine pour guérir. Marie demande comment s'est passée la course, et Saegusa explique que les 3e et 9e lycées vont s'affronter en finale, tandis que le 7e lycée a été disqualifié pour combat imprudent. Saegusa ajoute que le candidat du 7e lycée n'a pas été gravement blessé grâce à l'aide de Marie. Marie semble peu impressionnée car elle s'est blessée, mais Saegusa note que, selon Tatsuya, le candidat aurait été gravement blessé sans l'assistance de Marie. Marie se demande pourquoi le nom de Tatsuya revient sans cesse. Saegusa explique que c'est lui qui l'a sauvé, a remarqué ses côtes fracturées, a donné des instructions aux ambulanciers et l'a transporté à l'hôpital. Marie rougit de gêne, réalisant qu'elle devrait le remercier plus tard. Saegusa demande si un tiers utilisant la magie l'a gênée, car il pense que la raison pour laquelle elle a perdu l'équilibre en essayant de sauver son adversaire est due à un sort illégal lancé par quelqu'un qui a perturbé la surface de l'eau. Marie se souvient d'avoir ressenti un balancement anormal avant que sa planche ne coule et le confirme. Saegusa mentionne que Tatsuya prévoit d'emprunter les vidéos au personnel du tournoi pour analyser les fluctuations de la surface de l'eau. Tatsuya et ses amis regardent les vidéos et Kei soupçonne que l'attaque provient d'un agent caché sous l'eau. Il mentionne que selon l'analyse de Tatsuya, la force affectant la surface de l'eau provenait de l'eau elle-même. Mizuki et Mikihiko arrivent et Tatsuya les présente, expliquant qu'il les a appelés pour aider à résoudre le mystère de l'opérateur sous-marin. Tatsuya détaille son analyse et conclut qu'il n'est pas facile de lancer des sorts qui font s'effondrer les voies navigables de l'extérieur sans être détectés, et il est peu probable qu'il s'agisse de magie retardée. Il affirme que la seule explication plausible est que le sort a été lancé par quelqu'un caché sous l'eau. Il réitère que c'est une idée ridicule car il est impossible de se cacher complètement en utilisant la magie moderne ou ancienne, ce qui conduit à la conclusion que quelque chose d'autre qu'un humain se cachait dans l'eau. Tatsuya demande à Mikihiko s'il est possible de lancer un sort retardé qui s'active après quelques heures en utilisant la magie des esprits, surtout dans des conditions pour faire s'effondrer l'eau. Mikihiko confirme que c'est faisable. Il diffuse un extrait montrant la candidate de la 7e haute accélérée et réalise que l'accélération s'est produite parce que quelqu'un a trafiqué son CAD. Kei se demande qui aurait pu le manipuler et Tatsuya soupçonne que des agents parmi les membres du comité du tournoi pourraient être les responsables puisqu'ils peuvent accéder au CAD lorsqu'ils sont retirés de la protection de l'école. Le conseil des élèves de First High se réunit pour discuter de leur besoin de gagner les 2 dernières batailles officielles pour assurer la victoire globale. Saegusa mentionne qu'ils doivent être prudents face à des interférences de sources inconnues et Saegusa demande à Ichihara un débriefing. Ichihara rapporte qu'ils sont en bonne voie avec leurs prévisions, mais qu'ils doivent gagner les matchs officiels de Mirage Bat et Monolith Code pour éviter de se faire dépasser par Third Eye. Saegusa dit à Miyuki qu'elle participera à l'épreuve officielle de Mirage Bat à la place de Marie. Miyuki proteste, soulignant que certains étudiants de classe supérieure ne participent qu'à un seul match, mais Marie déclare qu'ils ne sont pas assez qualifiés. Tatsuya l'encourage à relever le défi puisqu'il croit en ses capacités et promet d'optimiser son CAD du mieux qu'il peut. Tatsuya vérifie avec Mitsui si elle est prête pour sa course, et elle confirme, bien que nerveusement. Shizuku arrive et prend le CAD nouvellement développé par Tatsuya. Il l'encourage à le vérifier soigneusement, et elle lui assure qu'elle se sent bien à ce sujet. Elle demande s'il ne veut pas que sa famille l'embauche, et Tatsuya dit qu'ils en parleront une fois qu'il aura sa licence. Au stand de tir, Marie exprime que c'est la première fois qu'il voit ses compétences d'ingénierie de Tatsuya en action. Ichihara note qu'il a reçu beaucoup d'éloges de la part des athlètes, et que de plus en plus d'étudiants lui demandent d'affiner leur CAD. Saegusa s'inquiète des impacts potentiels sur les autres matchs, mais Ichihara la rassure en disant que c'est sous contrôle. Alors que le tir commence, Shizuku exécute parfaitement et ils analysent ses compétences. Elle termine avec un score parfait et il félicite les compétences en ingénierie de Tatsuya. Tatsuya commente sur le CAD, exprimant sa surprise qu'ils aient visé les angles morts, mais les réglages n'étaient pas malveillants comme il s'y attendait. Shizuku lui dit qu'il s'inquiète trop puisque ce ne sont encore que les préliminaires.
Tatsuya mentionne qu'elle se battra en mode match pendant les quarts de finale, donc il a optimisé son épée et elle peut la vérifier. Ichihara examine les résultats du match et note que les filles gagnent, tandis que 2 garçons dans les courses masculines n'ont pas passé le cap. Elle suggère qu'ils devraient mettre plus d'efforts dans la formation des ingénieurs dans leur école. Tatsuya termine de configurer le CAD de Shizuku et la rassure en lui disant qu'elle va gagner. Shizuku répond avec confiance qu'elle le fera parce que Tatsuya a tout parfaitement préparé pour elle. Shizuku remporte les quarts de finale de tir de vitesse des nouveaux venus avec un score parfait et les membres de son école applaudissent de joie. Sagusa la salue joyeusement et partage son impression. Tatsuya insiste sur le fait que les filles ont gagné grâce à leur propre travail acharné et Sagusa les félicite aussi. Mari ajoute que les efforts de Tatsuya dans les matchs ne devraient pas être négligés. Enfin, Tatsuya reconnaît les éloges mais dit merci sans enthousiasme. Mari se demande pourquoi il parle ainsi. Il explique que le fait d'avoir tous leurs joueurs sur le podium est en grande partie dû à ses compétences en ingénierie. Ce qu'ils savent tous être vrai, les athlètes partagent leurs pensées avec Ami disant qu'elle a eu l'impression que sa magie s'était soudainement améliorée. Ichihara mentionne que l'université les a approchés pour adopter officiellement la magie de Shizuku dans l'index de l'université de magie. Tatsuya leur dit de mentionner Shizuku comme nom du développeur. Shizuku essaie de protester, mais il explique que la première personne à utiliser un nouveau type de magie est crédité comme développeur, et il veut aussi éviter l'embarras de ne pas pouvoir utiliser la magie. Segusa interrompt leur discussion et dit à Tatsuya qu'elle compte sur lui pour les prochains matchs. Les athlètes du lycée numéro 3 se rassemblent pour discuter de la stratégie du lycée numéro 1. Leur leader, Masaki, remarque que les filles ne gagnent pas grâce à leurs compétences magiques, car certaines d'entre elles ne semblent pas avoir des capacités exceptionnelles. Il dit que leurs défaites ne sont pas dues à un manque de talent, donc il doit y avoir une autre raison. George théorise qu'ils ont un excellent ingénieur. Il suppose que l'ingénieur derrière la vitesse de tir des filles a des compétences incroyables. Masaki demande à George à propos de l'arme utilisée par Shizuku, et George confirme que c'est une arme généralisée. Les autres étudiants ne peuvent pas croire qu'une arme généralisée puisse exister sous forme de fusil, mais Masaki les assure que c'est le cas. George explique que c'est une technologie de pointe révélée l'été précédent, mais que le prototype était trop imprécis pour une utilisation immédiate. Masaki mentionne qu'il a vu le dispositif réel pendant le match, concluant que les compétences de l'ingénieur dépassent le niveau du lycée. Il ajoute que tous les matchs auxquels il participe seront un défi difficile pour eux. Tatsuya dit à Azusa et Mitsui qu'il les aidera avec son battleboard puisqu'il a un peu plus de temps libre. Mitsui lui demande rapidement d'ajuster son CAD, mais il refuse, affirmant que c'est impoli envers Azusa. Mitsui s'excuse et Azusa n'y prête pas attention. Tatsuya accepte d'ajuster sa stratégie pour les préliminaires à cause de son regret. Les athlètes se rassemblent tous près du canal et Azusa demande pourquoi Mitsui a préparé autant de séquences d'activation optique. Tatsuya explique qu'utiliser la magie pour interférer avec les autres concurrents n'est pas autorisé, mais qu'ils peuvent toujours les perturber en affectant la surface de l'eau. Il leur donne à chacun des lunettes optiques sombres à porter. La course commence et Mitsui lance un sort optique sur la surface de l'eau, faisant perdre l'équilibre aux autres tandis qu'elle navigue facilement pour gagner. Elle court joyeusement vers Tatsuya, le remerciant les larmes aux yeux, disant qu'elle n'a jamais gagné de jeu ou de tournoi auparavant, mais qu'il a rendu cela possible. Les dirigeants du conseil des élèves se réunissent pour discuter du déroulement de la compétition. Mari confirme que seul Morisaki a terminé en tant que finaliste dans le tir de vitesse masculin, tandis que les 2 autres gars ont été éliminés. Jumonji mentionne que les garçons pourraient bénéficier d'un coup de pouce au moral et qu'ils doivent se débarrasser de leur déprime. Un groupe d'hommes soutenant Third High est assis à une table ronde, discutant de la nécessité d'agir contre First High pour les empêcher de gagner. L'un d'eux remarque qu'ils ont attiré une grande foule cette fois, ce qui va sérieusement impacter leur entreprise. Il avertit que leur patron pourrait prendre les choses en main, selon l'ampleur de leur défaite. Tatsuya ouvre sa porte et trouve Miyuki à l'intérieur. Il l'encourage à retourner dans sa chambre, expliquant que le manque de sommeil peut nuire à sa concentration et qu'elle n'est pas invincible quand il s'agit de perdre. Miyuki le supplie de lui accorder juste un peu de son temps. Elle lui dit que Shizuku l'a informé qu'il a refusé l'occasion d'ajouter son nom à l'index. Elle demande s'il l'a fait à cause de leur tante et il le confirme. Il explique que l'université a un pouvoir considérable, donc il est possible que son identité en tant que Silver, que la famille Yotsuba a gardée secrète, puisse être révélée. Il ajoute qu'il n'a pas encore assez de ressources pour vaincre leur tante, la reine de la nuit ou la famille Yotsuba, alors sa meilleure option est de suivre leurs règles. Miyuki se met à pleurer et le serre dans ses bras, disant qu'elle sera toujours à ses côtés. Shizuku est habillée d'une tenue traditionnelle pour son match de bris de piliers de glace. Tatsuya s'inquiète de savoir si c'est un bon choix et si la robe ne va pas la gêner, mais elle le rassure en disant qu'elle se sent à l'aise. Elle remarque que c'est moins voyant que ce que portent Kanon et Ami. La compétition commence et l'adversaire de Shizuku arrive en costume. Les étudiants les encouragent et Mitsui demande si Miyuki ne va pas rejoindre Tatsuya. Miyuki explique qu'elle veut vérifier la main de Shizuku puisqu'elles vont concourir. Peu de temps après, Shizuku montre ses compétences et remporte le match, rendant son équipe extatique. Mitsui regarde Tatsuya avec admiration pendant qu'il peaufine la séquence magique du CAD. Elle commente que c'est aussi beau que le jour de l'examen. Miyuki arrive et interrompt ses pensées. Peu après, les étudiantes de la classe supérieure du conseil des élèves
arrive pour encourager Miyuki. Tatsuya lui dit de ne pas être nerveuse à cause de leur présence, et elle est d'accord, disant qu'il est toujours à ses côtés. Alors que le match commence, Miyuki déchaîne une magie infernale pour briser tous les piliers de glace, laissant son adversaire sans défense. Les étudiantes plus âgées expriment leur émerveillement devant la maîtrise de la magie par Miyuki. Plus tard, les athlètes féminines se rassemblent autour de Tatsuya pour discuter du match de Miyuki et le remercier d'avoir calibré leur CAD. Morisaki surprend leur conversation, furieux, et quitte la pièce en trombe. Ses camarades athlètes le poursuivent et il leur dit qu'ils gagneront le jeu Monolith Code le lendemain. Il dit à Tatsuya d'attendre, affirmant qu'il lui montrera que les fleurs sont meilleures que les mauvaises herbes. Les élèves de première année du 3e lycée se présentent à Tatsuya en tant que Masako et Shinkuro. Tatsuya, reconnaissant leur titre, demande ce que le prince cramoisi et le cardinal George veulent de lui avant leur match. George admet qu'il n'a jamais entendu le nom de Tatsuya auparavant, mais promet de s'en souvenir. Il dit que Tatsuya est probablement l'ingénieur le plus prodigieux de l'histoire de la compétition des 9 écoles et qu'ils sont venus voir à quoi il ressemble. George mentionne qu'il participe au jeu Monolith Code, mais Tatsuya précise qu'il n'est pas responsable de l'événement. George exprime le désir de se mesurer un jour aux joueurs de Tatsuya, bien qu'il croit qu'ils gagneront de toute façon. Pendant ce temps, Mitsui participe à un autre jeu de planche aquatique. Erika commente le choix des concurrents de porter des lunettes noires pour éviter d'être affecté par la séquence d'activation optique de Mitsui à nouveau. Mikihiko souligne qu'il joue seulement le jeu de Tatsuya car il n'utilisera pas une stratégie simple 2 fois. La course commence et les filles partent plus vite que Mitsui, mais elles accélèrent soudainement, créant un écart significatif. Erika dit que c'est comme si une ombre était tombée sur le parcours, mais Mikihiko explique que les lunettes noires font croire à tort aux adversaires de Mitsui que les parcours aquatiques se terminent à la frontière de la lumière et de l'obscurité, alors ils hésitent à entrer dans l'obscurité. Mitsui remporte la course, souriant joyeusement. Segusa félicite les athlètes du brise-glace pour leur performance impressionnante. Elle note que le tournoi leur a permis de partager la première position plutôt que de rivaliser. Imi décide de se retirer, tandis que Shizuku veut affronter Miyuki, ne voulant pas rater l'occasion. Segusa demande le choix de Miyuki et elle accepte de relever le défi parce que c'est ce qu'elle veut. Le match commence. Shizuku lutte durement contre la magie infernale de Miyuki, utilisant un autre CAD pour lancer des sorts de haut niveau sur les piliers. Miyuki félicite Shizuku pour avoir maîtrisé la technique du double CAD, mais la qualifie de naïve. Miyuki lance alors un sort Niflime avec son CAD, décrit par Marie comme une magie de congélation à large portée capable de créer de l'azote liquide. Miyuki remporte le match, laissant Shizuku sous le choc. Shizuku s'assoit seule dans sa chambre, se sentant triste lorsque Mitsui vient la réconforter. Shizuku pleure sa défaite, sachant qu'elle n'avait aucune chance, bien qu'elle ait réalisé qu'elle était dépassée par les compétences de Miyuki. Tatsuya est allongé sur son lit, se remémorant l'histoire du prince cramoisi et du cardinal George. Il explique que Masaki a gagné son titre de prince cramoisi d'Ichijo après s'être porté volontaire comme soldat à seulement 18 ans, utilisant la magie de rupture pour décimer les forces ennemies. Il identifie George comme le magicien de génie qui a découvert les codes cardinaux qui étaient pensés n'exister qu'en théorie. Tatsuya considère comme une coïncidence presque criminelle que les deux aient décidé de s'inscrire dans la même école et la même classe. Il compatit avec Morisaki et les autres qui vont concourir contre eux, notant que leur seul salut est que Rupture est un sort de rang A mortel interdit pendant le tournoi. En arrivant à la tente de l'école, Tatsuya apprend la mauvaise nouvelle de l'équipe des garçons. Miyuki partage qu'ils ont eu un accident, tandis que Shizuku insiste sur le fait que c'était une attaque délibérée, violant clairement les règles. Miyuki l'exhorte à ne pas tirer de conclusions hâtives, lui rappelant qu'il n'y a pas de preuves. Tatsuya demande des nouvelles de Morisaki et de l'état de santé de l'équipe, et Saigusa explique qu'ils sont dans un état critique, à cause d'une attaque de bélier dans un bâtiment abandonné où ils ont été piégés sous les débris. Tatsuya écoute attentivement et partage finalement ses pensées, déclarant que pour lui, c'est une violation claire des règles. Il évalue la situation et conclut que le personnel du tournoi sera en panique parce qu'ils ont commencé l'événement dans un bâtiment délabré. Il soupçonne qu'ils voudront annuler l'événement Rookie Monolith Code. Saigusa confirme qu'ils cherchent à annuler, mais mentionne que les éliminatoires à Fortnite se poursuivent avec les matchs sans eux, donc ils pourraient devoir renoncer à leur deuxième match préliminaire. Tatsuya convient qu'ils n'ont pas d'autre choix que de déclarer forfait. Saigusa lui dit que Jumonji négocie avec eux et veut parler à Tatsuya en privé. Elle partage que depuis l'incident de Marie, elle considère l'attaque comme un sabotage et se demande si les écoles cherchent à se venger, mais Tatsuya lui dit que c'est au-delà de ça. Il partage les informations limitées qu'il a sur le syndicat du crime ciblant la compétition et les 3 voleurs qui les ont attaqués au début de l'événement. Les hommes opposés à First Eye confirment que leurs tactiques entraîneront la disqualification de First Eye du match Monolith Code, ce qui affectera leur score.
Tatsuya encourage Mitsui et un autre athlète participant au match Mirage Bat. Pendant le match, les filles performent bien, tandis que certains garçons spéculent sur la façon dont Tatsuya peut faire fonctionner une séquence d'activation si petite. Ils remarquent que n'importe qui pourrait penser qu'il est lui-même taureau argent. Azusa entend leurs commentaires et fait le lien avec les compétences en ingénierie de Tatsuya, s'exclamant lorsqu'elle réalise qu'il est le véritable Taurus Silver juste au moment où les filles gagnent le match. Tatsuya est convoqué par le conseil des élèves. Saegusa le remercie pour ses efforts et explique qu'étant donné leur situation actuelle, ils doivent sécuriser la première place dans la compétition des débutants du code monolithe. Elle mentionne que Misaki et Shinkuro participent et qu'avec leur travail d'équipe, ils ne devraient pas rencontrer beaucoup de défis. Elle demande à Tatsuya de les représenter dans la compétition Monolith Code. Tatsuya demande pourquoi elle l'a choisi et Saegusa dit qu'elle croit qu'il en est capable. Tatsuya refuse pour diverses raisons valables, mais Jumonji insiste pour qu'il accepte la responsabilité. À contre-cœur, Tatsuya accepte et Jumonji lui demande de choisir ses coéquipiers. Tatsuya choisit Léo et Mikihiko, ce qui fait crier Hattori de frustration. Tatsuya explique qu'il les a choisis parce qu'il a une bonne entente avec eux, ce qui est essentiel pour le travail d'équipe. Il les a vus s'entraîner et ils ont d'excellentes compétences. Tatsuya parle à Mikihiko et Léo de la compétition et ils acceptent de participer. Tatsuya expose la stratégie pour l'événement, disant que Léo prendra le rôle défensif, ce qui signifie qu'il doit protéger son monolithe des attaques ennemies. Tatsuya vérifie si Léo sait ce qu'il doit faire pour gagner un monolithe. Léo confirme qu'il doit soit éliminer l'autre équipe, soit entrer le code caché dans le monolithe dans le terminal. Tatsuya lui clarifie le concept et Léo reconnaît ses responsabilités défensives. Léo demande comment ils repousseront les ennemis puisqu'ils ne peuvent pas utiliser d'attaque physique. Tatsuya lui remet le dispositif CAD que Léo avait précédemment testé, mentionnant que l'utilisation d'un sort pour lancer une attaque de masse sur l'ennemi ne serait pas considérée comme une violation. Tatsuya assigne à Mikihiko la tâche d'utiliser des tactiques de guérilla, ce qui signifie qu'il doit soutenir à la fois l'attaque et la défense. Mikihiko se souvient des commentaires de Tatsuya sur la complexité des sorts de la famille Yoshida, raison pour laquelle il ne pouvait pas utiliser sa magie comme il le souhaitait. Il admet que son sort était camouflé pour cacher sa véritable nature. Tatsuya explique que ses sorts auraient été efficaces avec des incantations plus longues, mais maintenant que la magie moderne est accélérée par les CAD, ils ne sont plus efficaces. Mikihiko comprend que la magie moderne surpasse la magie ancienne, mais Tatsuya le corrige en disant que pour les attaques surprises extrasensorielles, la magie moderne ne peut pas rivaliser avec la magie ancienne. Tatsuya ajoute qu'il a recommandé Mikihiko parce que sa magie ancienne d'embuscade serait un atout précieux pour eux. Mikihiko se lève et accepte le rôle. Le jeu Monolith Code commence et Tatsuya montre ses compétences aux côtés de ses coéquipiers. Misaki et Shinkuro les observent depuis un écran pour analyser leurs mouvements. Tatsuya lance le sort Gramme Démolition sur l'un des adversaires, surprenant George. Saegusa admet qu'elle avait des soupçons sur la capacité de Tatsuya à utiliser Gramme Démolition. Mari se remémore leur incident précédent et demande si Saegusa comprend ce qui vient de se passer. Saegusa l'explique comme un démantèlement de sort, détaillant les caractéristiques du sort, et conclut qu'il n'a pas de défaut significatif au-delà de sa courte portée. Elle ajoute que c'est le plus puissant des sorts de contre-magie disponibles, mais ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut manier. Tatsuya continue de jouer et ils parviennent à ouvrir le monolithe, mais ensuite ils s'arrêtent et se dispersent. Shizuku remet en question leur décision de se disperser et Miyuki explique qu'entrer un code de 512 caractères ne sera pas facile, même pour son frère, alors qu'ils sont sous le feu ennemi. Tatsuya lance un autre sort sur l'un de leurs adversaires et George l'identifie comme un type de résonance non systématique. Misaki déclare que c'est la fin du jeu pour leurs adversaires et le klaxon retentit pour annoncer leur victoire, ce qui amène son équipe à célébrer. Misaki demande à George comment il compte abattre Tatsuya. George partage qu'il ne peut s'empêcher de penser que Tatsuya est aguerri au combat, vu sa manière de se comporter. Il suggère qu'il devrait être plus prudent face aux capacités de combat de Tatsuya qu'à ses compétences magiques. Misaki s'enquiert des compétences magiques de George, et George admet qu'elles sont faibles, donc la seule chose à surveiller est le démantèlement de sorts de Tatsuya et les pièges. George conclut que si Misaki peut engager Tatsuya dans un combat direct sur un terrain ouvert, leur victoire est garantie. Le premier lycée affronte le deuxième lycée dans le deuxième match de Monolith, et l'équipe de Tatsuya du premier lycée gagne. Le major Azama et une dame regardent sa compétition depuis leur bureau. Le major Kazama mentionne que Tatsuya prend trop de raccourcis en n'utilisant pas le flashcast ou la vue élémentaire. L'assistant suggère qu'il doit avoir ses raisons, mais il devra certainement utiliser le flashcast lors de la finale contre le prince cramoisi, et le cardinal George, puisqu'il ne peut pas gagner avec un CAD de basse spécification. Miyuki et Tatsuya descendent le couloir. Miyuki exhorte Tatsuya à se reposer avant leur prochain match, mais il insiste pour regarder le match de la 3e école. En chemin, il voit Terika se disputer avec son frère à propos de venir voir Mari au lieu de s'entraîner. Elle s'éloigne et aperçoit Miyuki et Tatsuya. Tatsuya observe attentivement le match et remarque que le prince écarlate utilise une magie d'interférence qu'il pensait réservée au clan Jumonji. La 3e école remporte le match. Saegusa demande à Jumonji à ce sujet, et il soupçonne que le prince l'a utilisé comme appât pour
Tatsuya. Tatsuya réalise que Masaki a l'intention de l'attirer dans une confrontation directe en s'exposant délibérément. Cela les met dans une situation délicate car ils doivent mordre à l'hameçon pour gagner. Il félicite Cardinal George pour une stratégie astucieuse. Tatsuya dit à son équipe qu'ils les ont et ils sont tous d'accord. Il analyse les compétences de George comme la balle invisible. Tatsuya leur rappelle que George n'est pas le seul adversaire dont ils doivent se soucier. Donc avant de se préoccuper de Masaki et George, ils devraient se concentrer sur leur match avec le lycée numéro 9. Le code monolithe commence pour les lycées numéro 1 et numéro 9. L'équipe de Tatsuya gagne à nouveau. Et Erika note fièrement que Mikihiko n'a pas du tout changé. Erika se tient seule au sommet du bâtiment. Mikihiko l'approche et dit qu'il veut voir le mont Fuji avant les finales. Après un moment de silence, Erika demande s'il ressent l'énergie qu'il est venu absorber. Elle lui dit qu'il peut maintenant utiliser la magie comme avant l'accident. Elle l'encourage à continuer car il n'a rien à craindre de Third Eye. Ono remet une boîte à Tatsuya de la part de son maître, en se plaignant qu'elle n'est pas une coursière mais une conseillère. Tatsuya lui demande de rassembler des informations sur la base du dragon sans tête en échange d'un gain inattendu sans impôt. Elle lui demande comment il est au courant et il explique qu'il veut juste découvrir qui est l'ennemi qu'il menace. Elle promet de lui donner l'information dans 2 jours. Masaki et George lisent les annonces. Ils confirment que le match aura lieu sur la scène en plein air. Ils sont excités que leurs plans l'emporteront. Tatsuya montre les robes qu'il a reçues de son maître à Léo et Mikihiko. Il explique qu'il a inscrit des cercles magiques dessus qui fonctionnent comme de la magie gravée avec un ancien médium magique. Il mentionne que les robes augmentent la puissance magique de celui qui les porte. Léo demande à quoi ils servent et Tatsuya dit que la balle invisible de George a besoin d'une confirmation visuelle de sa cible, donc les robes bloqueront les sorts. Il les assure que le comité a vérifié leur dispositif, donc ils sont en règle. Tatsuya reçoit un briefing de Saegusa sur les forces de leurs adversaires. Hattori demande si Tatsuya a une stratégie et Tatsuya explique qu'il prévoit de forcer Masaki à un combat rapproché puisqu'il est excessivement obsédé par lui. Kihihara lui rappelle que les bagarres ne sont pas autorisées et Tatsuya mentionne qu'il y a un moyen de garder les mains propres. Tatsuya s'entraîne le matin, admettant qu'il n'est pas sûr de pouvoir vaincre Masaki, seul compte tenu de ses limitations actuelles. Il arrive et offre une serviette à une fille qui reconnaît la force de Masaki et note qu'il doit se battre avec ses pouvoirs limités. Elle ajoute qu'en tant que personne qui a aidé à imposer ses limites, elle ne peut pas vraiment en dire beaucoup, mais elle croit que personne ne peut le battre. Elle s'en va furieuse, laissant Tatsuya se demander quoi faire ensuite. La compétition commence et Erika taquine Léo et Mikihiko à propos de leurs robes. Mikihiko demande pourquoi il n'a pas à en porter un et Tatsuya explique qu'il est un avant-garde, donc il ne peut pas courir vite dans une tenue aussi inconfortable. Mizuki enlève ses lunettes et dit à Erika qu'elle voit des esprits tournoyer autour de Mikihiko. Masaki et George remarquent les robes et se demandent à quoi elles servent. Masaki soupçonne qu'il pourrait s'agir d'une contre-mesure contre la balle invisible de George puisqu'il en est au courant. George confirme que le sort n'a pas de pouvoir de pénétration mais ne peut pas être bloqué par de simples vêtements. Il doute qu'il les affrontera avec une stratégie aussi faible. George dit qu'il ne s'attendait pas à ce que Tatsuya ait un autre tour, mais Masaki rejette ses réflexions excessives. Le président Monsieur Kudo s'assoit pour regarder le match, notant qu'il a trouvé un jeune talent intéressant. Le match commence avec Masaki lançant des sorts sur Tatsuya, mais Tatsuya les bloque à mesure qu'il se rapproche. Les autres concurrents louent les compétences de Tatsuya, se demandant s'il est vraiment un étudiant de 2e cours. George observe que Tatsuya utilise un type de magie différent et se demande s'il a vraiment changé la structure de sa séquence en seulement 2 heures. Il décide de se rendre sur le champ de bataille. Tatsuya esquive de justesse l'une des attaques de Masaki, mais détermine qu'il n'a pas d'autre choix que d'utiliser sa magie de vision élémentaire. Le Major, observant les mouvements de Tatsuya, réalise qu'il ne peut plus se retenir à cause du sort qu'il a utilisé. Une dame suggère qu'on pourrait finalement dire qu'il a utilisé la magie du 6e sens et non la vision élémentaire. Le Major Kazama affirme qu'il peut tromper les novices mais pas les yeux aiguisés du président M. Kudo. George charge sur Léo et Mikihiko, mais il bloque sa balle invisible avec leur robe et il réalise qu'il ne peut pas utiliser ses balles invisibles. Il essaie d'attaquer à nouveau, mais voit une illusion. George évite de justesse un coup de Léo grâce à la défense de Masaki. Soudain, Masaki voit Tatsuya se précipiter vers lui et libère sa magie sans ajustement. Masaki craint de finir par le tuer à ce rythme. Tatsuya essaie de dévier les attaques, mais est frappé durement. Masaki le regarde avec stupeur, se demandant ce qu'il vient de faire puisque la force qu'il a utilisée a enfreint les règles. Tatsuya active la séquence d'auto-restauration sur lui-même, la termine et guérit ses blessures. Il claque des doigts à côté des oreilles de Masaki, faisant vibrer tout le champ, et Masaki tombe inconscient. Saegusa est confuse par ce qu'elle vient de voir et Jumanji explique que Tatsuya a dû claquer ses doigts pour amplifier le son. Ichihara est d'accord, suggérant que Tatsuya a probablement neutralisé Masaki en endommageant ses oreilles et en lui perforant les tympans avec l'onde sonore à haut décibel. Saegusa précise que ce n'est pas à cela qu'elle fait référence. Elle s'inquiète du fait que Tatsuya ait été gravement blessé par l'attaque illégale et excessive de Masaki et se demande comment il pourrait se battre à nouveau.